François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Hey, salut Sébastien, comment ça va? Salut François, je sais pas comment ça va. Comment ça? Ça dépend des minutes dans la journée. Oui, hein, c'est un... Il y a des minutes que j'oublie et je suis heureux, d'autres minutes que je reviens dans la réalité puis je suis en tabarnak. Ben, je te dirais que c'est ça, moi aussi, Sébastien. Même la nouvelle de la zizanie chez les conspirationnistes n'a même pas réussi à me mettre un sourire d'en face cette semaine. Ah, je suis triste parce que moi, je t'avais emballé ça, mon ami. Je t'avais envoyé ça sur Facebook comme un cadeau de fête en retard. Je trouvais ça vraiment gentil de ta part. C'est un beau geste, mais on n'entendait pas à rire cette semaine. D'ailleurs, ça va être une émission, je pense, qui va peut-être être un petit peu plus sérieuse qu'à l'habitude, hein? Il y a quelque chose qui nous a beaucoup touchés cette semaine, puis je pense pas juste nous autres, là, une méchante gang. Des fois, il y a des affaires qui nous font moins rire dans la vie, tu sais. Ou le genre d'affaires qui ne font pas rire tantôt de voir manger le dedans des joues. Oui, effectivement. Fait que, puis dans le fond, une petite parenthèse, bien sûr, vous comprenez qu'on parle du meurtre en direct, hein, on peut dire ça, meurtre en direct de George Floyd aux USA, en dessous du genou d'une police. Je pense que ça nous a choqués énormément. Nous autres, aujourd'hui, dans le fond, là, on avait de la misère à ne pas penser à ça, donc on a décidé d'en parler un petit peu. On va décider de couvrir une coupe d'angles là-dessus. C'est sûr que là, on est 5 petits blancs, hein, pour jaser de ça. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. On est dans le fin fond de l'Abitibi aussi. On est bien gros touchés par ça. On n'a pas réussi à avoir de gens qui étaient plus... directement concernés. Directement concernés par ça. On a décidé de le faire pareil. On est tous concernés, je pense, François. À partir du moment où tu as un petit peu d'humanité en dedans, là, tu peux pas te sentir pas concerné par ça. Là. Non, exactement. Puis nous autres, on est deux petits blancs émotifs aussi, hein, puis on a bien de la misère à passer par-dessus ça. Fait que aujourd'hui, Puis rappelez-vous, rappelons, juste pour rappeler au monde qui peut-être n'ont pas écouté les 16 autres épisodes avant, que notre podcast, là, c'est un podcast. Le concept de base, c'est deux gars avec des grands gueules qui aiment ça jaser, qui aiment ça des 5 à 7, qui se trouvent des défaites dans la vie pour rencontrer du monde, puis jaser avec du monde intéressant, puis confronter leurs idées, puis rigoler aussi, on se prend pas au sérieux. Puis depuis le début du confinement, on s'est dit on n'est pas capable de rester chez nous puis pas parler au monde. Fait qu'on a créé un podcast pour ça. Puis on a invité depuis le début du monde qu'on aime, puis du monde qu'on veut connaître parce qu'on trouve qu'ils ont de l'air intéressant, puis le fun, puis drôle, puis tout ça. On a abordé des sujets complètement niaiseux, puis des sujets un petit peu plus sérieux aussi avec certains invités. Mais le concept de base, c'est juste une gang d'amis, de connaissances qui jasent de tout et de rien. On essaie de comprendre ce qui se passe autour de nous autres, puis on se prend pas au sérieux. Tu sais, on n'est pas des experts dans aucun sujet, ni dans les pains, ni dans la géopolitique américaine ou la sociologie ou l'histoire américaine, mais on cause du monde qu'on pense qui connaissent un petit peu plus ça que nous autres, comme Gilles puis comme Michael. Puis on a des questions aussi aujourd'hui sur un peu qu'est-ce qui est, faire des liens avec ce qui se passe chez nous puis notre système judiciaire des fois. Peut-être que comme citoyen, on connaît pas tant ce qu'on a le droit de faire et de pas faire, tout ça. Fait que on a François Michel qui va pouvoir nous donner un éclairage là-dessus. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, les gars. Pas bien on vous a pas donné un poids pour vous préparer, disons, hein? Non, puis tu sais, c'est ça, dans le fond, la nouvelle, elle nous fait réagir beaucoup. D'autres, on ne se voyait comme pas faire des jokes aujourd'hui puis parler de pain quand que l'Amérique qui se déchire en bas de nous autres puis qu'on il y a du nouveau à chaque jour. Je pense que tout le monde essaie dans les médias de couvrir cet événement-là un petit peu à sa manière. Puis nous autres, on va le faire à notre manière. Hein. On a Gilles Dastou qui va venir nous parler un petit peu de
une histoire. Ouais, On n'est pas capable de couvrir l'histoire des droits civiques en 15-20 minutes, mais il va venir nous faire un petit résumé de ça. Je pense que ça fait plusieurs années qu'il s'intéresse à ça. Gilles, qui est professeur en, je veux le dire comme il faut, là, morale, éthique, religieuse. En éthique et culture religieuse, oui. Puis, on reçoit aussi, dans le fond, Michael Plamondon, qui est un de nos habitués de l'émission. Je pense que, Michael, tu es à veille d'avoir ta plaque avec honorifique là, de l'invité le plus prolifique des survivants. Alors, merci d'être là encore. Puis, Mick, lui, vous le connaissez, hein, Mick, c'est un professeur, c'est un passionné, c'est un gars qui déniche les petites anecdotes et les petites histoires drôles là-dedans. Fait qu'il va venir nous jaser un petit peu de ça aussi. Fait que, on va essayer de couvrir un petit peu ça là-dessus. On n'est pas là pour dire au monde comment se sentir, puis on est conscient aussi qu'on est des gens, je pense, toute la gang, hein, les 5, on est des privilégiés de pouvoir regarder ça à troisième personne, tout ce qui se passe aussi là-dedans, puis de ne pas avoir subi rien de ça. Fait qu'on en parle au travers de nos chapeaux, mais on en parle pareil. C'est ça, voilà. Hein, on sentait le besoin de le dire. Oui. Ben oui. Moi, je me sens mieux. Toi, tu te sens mieux, Sébastien? Oui, moi, j'aime ça quand c'est clair. Je veux pas que personne pense qu'ils vont tout comprendre à soir parce qu'on comprend pas tant que ça. Hein? Non, mais on va surtout parler du contexte, je parle. Hein? Un petit peu des parallèles parce que, tu sais, il y a beau dire, tu sais, ces temps-ci, là, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense qu'au Canada aussi, on a à se regarder dans le miroir, hein, avec les Premières Nations, puis toutes les personnes racisées aussi. Je pense que c'est pas évident, même si on n'a pas un passé aussi violent, un passé et un présent aussi violent que les États-Unis. Je pense qu'on est capable de faire notre part. Il n'y a pas si longtemps, François, il y a un malade qui est rentré dans une mosquée à Québec et qui a tiré sur du monde. Là. Ça, c'est au Québec, ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Fait qu'il y en a aussi, ça, des caves. Il ne faut pas penser qu'ils sont tous dans d'autres pays. Là. Hey, moi, là, aujourd'hui, là, Sébastien, là, j'ai pas fait de chansons, j'ai pas fait de petites chansons pour nos invités. Arrête de niaiser. Parce que je trouvais que on était dans une émission plus sérieuse un peu, mais moi, je vous promets, par exemple, de vous réinviter. Venez nous parler de quelque chose qui vous passionne, puis je vais vous faire une chanson rendue là. C'est bon, ça. Fait que là, on va commencer tout de suite avec notre premier invité, Gilles Dastou. Alors, salut Gilles, comment ça va? Eh bien, salut, ça va bien. Alors, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir. Puis en plus, oui, c'est un sujet sérieux. Oui, comme vous l'avez souligné, moi-même, c'est des événements qui nous dérangent beaucoup. Mais je vais essayer de mon côté, vous faire un peu un petit topo là, d'un moment par rapport à toute l'histoire du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Moi, je fais juste une parenthèse. Là, Gilles, là, c'est quelqu'un avec qui j'adore discuter, j'adore débattre. J'ai enseigné la guitare à son fils, puis on a commencé, je pense, quand il venait chercher Thomas à parler de l'actualité. Puis c'est quelqu'un de brillant, de posé, puis de très pédagogue. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre ça. J'espère que tu n'as pas mis trop de pression. Là. Je vais essayer de faire le mieux possible. Aussi, peut-être que dans ce que je vais faire, là, mon collègue Michael va dans le fond aussi, ça va nous rappeler des moments de discussion dans la salle des profs. Quoique là, il ne va pas beaucoup de ce temps-ci. Alors, pandémie oblige. Mais voilà. Voilà. Puis je vais essayer surtout de ne pas avoir un ton trop professoral. Là. Je suis capable, mais je vais faire un bon effort. Le mouvement pour les droits civiques, dans les derniers jours, en pensant à tout ça, j'ai dit, bon, on va essayer de faire un petit peu récapituler c'est quoi toute l'histoire qui s'associe à ça. Bon, rapidement, vite dit, là, j'apprends rien à personne ce soir qu'aux États-Unis, dès la fondation des 13 colonies, on va mettre en place un système esclavagiste. Et ça, c'est un élément fondamental, j'oserais dire, de l'histoire américaine. C'est indissociable de l'histoire américaine. Une petite trouvaille que j'ai faite en me préparant aujourd'hui. En 1619, arrivent les premiers esclaves dans les 13 colonies. Alors donc, au moment où Samuel de Champlain se promène pour découvrir le territoire de la Nouvelle-France, on amène les premiers esclaves du côté des 13 colonies. Là, on pourrait prendre le temps
tout décortiquer un peu cette époque-là, mais grosso modo, on dit, encore là, c'est un peu dur à identifier exactement, mais on parle possiblement de au moins 12 millions d'Africains qui sont amenés comme esclaves en Amérique. Puis là, évidemment, là, je parle Amérique, États-Unis. Je vous parle pas du Brésil, où il y a eu aussi une quantité, un nombre très élevé d'esclaves qui ont été amenés, puis partout et tout. Alors, donc, c'est un phénomène de masse énorme qui va se produire pendant les 17e, 18e et 19e siècles, d'amener ces gens-là d'Afrique pour les raisons qu'on connaît, évidemment, entre autres les fameuses grandes plantations dans les colonies du Sud, entre autres Virginie, Caroline du Nord, du Sud, Georgie et tout ça. Et là arrive l'époque où, à un moment donné, on va décider d'abolir l'esclavage. Puis on va d'ailleurs, les États-Unis vont connaître un de leurs épisodes, je pourrais dire, historiques les plus difficiles avec la guerre de sécession. Donc, la division du Nord et du Sud sur la question de l'abolition de l'esclavage qui va arriver à ce moment-là. Bon, le Nord, avec le président Abraham Lincoln, tout ça, c'est ces gens-là qui vont finalement imposer leur idée. On abolit l'esclavage, mais c'est ça qui est frappant, c'est ça la grosse affaire, c'est qu'on abolit l'esclavage, mais tout de suite, après qu'on abolit l'esclavage, on met en place un système de ségrégation raciale. Alors, c'est comme si on disait, OK, on le fait, mais en même temps, regardez tout ce qu'on va mettre en place pour comme éviter, j'oserais le dire comme ça, que les Blancs et les Noirs soient ensemble. Oui, vas-y. À propos d'Abraham Lincoln, là, on le voit vraiment, il est présenté comme un libérateur, un gars moderne dans le passé. Mais ce qu'il avait anguille sous roche là-dessus, parce que je trouve ça spécial justement de le voir. J'ai l'impression que c'est peut-être pas tout à fait clair, cette histoire-là. Là. Y avait-tu des intérêts, ce gars-là, à faire abolir l'esclavage? Parce que là, on a l'impression que le Nord, c'était un bloc monolithe là, de gens ouverts d'esprit puis modernes qui voulaient débarrasser l'esclavage. Mais là, on se rend compte que c'est pas ça pantoute, là, parce que 200 ans plus tard... écoute, par rapport à ta question, par rapport à Abraham Lincoln, je la trouve très pertinente, mais je vais être très honnête, là, je ne pourrais pas apporter un éclairage. Je me suis plus justement centré sur toute la question de la ségrégation raciale, puis j'ai pas vraiment bien arrêté dans ce que j'ai été vérifié sur la guerre de sécession, sur l'abolition de l'esclavage, sur les intentions politiques d'Abraham Lincoln. Oui, Michael. Moi, sur Abraham Lincoln, moi, ce que j'avais entendu du côté économique, ce qu'il y avait, c'est que lui, justement, il n'y avait pas besoin des esclaves. Tu sais, justement, lui, il était dans l'industriel, ses intérêts étaient beaucoup dans l'industriel, puis il y avait des travailleurs payés, finalement. C'est que d'un point de vue économique, pour lui, l'esclavage, c'était vraiment pas bon, puis en fait, ça compétitionnait même contre lui, dans le fond. C'est ça que j'avais entendu dire, moi. C'est une explication très vague, ce que je dis là, mais j'avais entendu dire que c'était pour ça qu'il avait pris les devants de bord. Or, c'était comme pour des raisons économiques. Mais tu sais, ça, souvent, il y a des gens qui essaient de salir l'histoire aussi. Ça fait qu'est-ce que c'est vrai ou c'est juste, tu sais, j'ai pas de... dans le fond, un petit peu pour couper l'herbe en dessous du pied du Sud, exemple. Oui, c'est ça. T'sais. Mais en même temps, si moi je peux intervenir là-dessus, oui. La politique américaine est faite que tu as le Sénat et le Congrès. Puis le problème est, dans le cas de l'esclavage, c'est que Abraham Lincoln, mis à part ses intérêts, était, à mon avis, en tout cas de ce que j'en connais, fermement convaincu que c'était inhumain, mais il ne pouvait pas faire passer ses lois dans les deux chambres. Donc, il fallait qu'il fasse des compromis. Puis un de ces compromis a été de mettre en place un système de ségrégation parce que sinon, il n'y a rien qui se passait. Il n'aurait pas pu faire voter la fin de l'esclavage. Donc, il y avait un gros problème. La même chose qu'ils ont, par exemple, avec les armes à feu présentement aux États-Unis, ça ne passe pas partout dans toutes les chambres. Je comprends.
Par rapport à ce que tu dis, François Michel, je trouve ça intéressant. Dans le fond, c'est qu'on va abolir, dans les années 1860, on va abolir l'esclavage, mais on va entrer dans la fin des années 1860, les années 1870, dans une période que les Américains vont appeler la reconstruction. Puis, dans le fond, cette reconstruction-là, ce qu'on en comprend, c'est que là, ils ont des, je vais dire comme ça, ils ont des plaies à penser, là. Donc, ils se sont divisés, ils se sont fait la guerre entre eux. Alors, donc, à un moment donné, ils vont chercher, je pense, un compromis. Alors, le Nord va faire comme, OK, on vous a fait, je vais le dire comme ça, peut-être que certains vont dire, hey, c'est pas correct là, de le dire comme ça, mais on vous a fait avaler l'abolition de l'esclavage, mais on va vous donner des choses en échange. Jusqu'à un certain point, ça a l'air un petit peu de ça. Ségrégation raciale, en fait, même à la fin des années 1800, la Cour suprême des États-Unis va confirmer ce qu'on va appeler une doctrine séparée mais égaux. Bon, évidemment, vous allez dire, hey Gilles, égaux, t'es-tu bien sûr, là? On peut peut-être plus pencher sur le séparé que sur le égaux. Donc, on va comme confirmer ça. Puis, on va beaucoup, à ce moment-là, voir apparaître ce qu'on va appeler les lois Jim Crow. Et Jim Crow, dans le fond, c'est un personnage qui représente le noir américain, puis de qui on se moque, de qui on ridiculise. Puis c'est l'époque où, par exemple, pour faire rire les gens dans les théâtres, les cirques, etc., les représentations qu'on fait, c'est un peu là, toute l'époque du blackface. Alors donc, oui, ici même au Canada, je ne sais pas trop pourquoi, on en parle un peu du blackface. Donc, mais ça vient de là. Alors donc, et là aussi, la guerre de sécession se termine et, entre autres, là, tout de suite, on voit apparaître le mouvement du Ku Klux Klan. Et là, toutes ces lois-là ségrégationnistes, fin des années 1800, début des années 1900, entre autres, ce que je voyais en cherchant des informations, on va en arriver à presque abolir complètement dans les États du Sud le droit de vote des Noirs à la fin des années 1800-1900. De 1896 à 1904, en Caroline du Nord, il n'y a aucun Noir qui a le droit de vote, qui ne peut exercer le droit de vote. En Louisiane, où la communauté noire est importante, ça se réduit à quelques centaines de Noirs qui ont le droit de vote. Alors là, on voit vraiment qu'on a imposé plein de mesures, etc., pour limiter tout ça. Ensuite, là, ce qu'on voit au début du 20e siècle, les grandes villes du Nord, Chicago, New York, Philadelphie, entre autres, sont en développement important. Et là, on va voir un exode massif de ces populations noires-là du sud vers le nord. Entre autres, je trouvais comme information, 1910, 44 000 personnes noires à Chicago. 1920, 110 000 personnes de race noire à Chicago. Et 1930, 234 000 personnes de race noire. Donc, en 20 ans, juste dans une ville comme Chicago, 5 fois plus de population noire. Donc, on voit là que tout ça se passe. Deuxième guerre mondiale arrive et là, on sait un peu toute l'histoire. Et là, il va y avoir 1 million d'Afro-Américains, de Noirs, qui vont s'enrôler dans l'armée américaine et qui vont aller se battre en Europe. 1945, la guerre se finit et ces gens-là rentrent aux États-Unis. Et dans le fond, le constat cruel qu'ils font, c'est qu'on est allé en Europe, ailleurs dans le monde, se battre pour la liberté. Une liberté que quand on vient chez nous, on ne nous accorde pas vraiment à nous. Alors là, ça va être un moment quand même important, puis ça va tout s'amorcer là, le mouvement des droits civiques. Fin des années 40, et c'est même ici au Québec un épisode auquel, je dirais, on a été un peu associés. C'est entre autres l'époque avec Jackie Robinson. Donc, Jackie Robinson qui va devenir le premier joueur noir dans le baseball majeur aux États-Unis. Il a joué à Montréal, lui. Oui, 1946, Jackie est à Montréal. Il joue pour les Royaux de Montréal. Et dans le fond, ce qu'on en comprend,
Bon, c'est sûr, peut-être là, c'est un peu romancé dans le film 42 sur l'histoire de la vie de Jackie, mais dans le fond, je pense que ça aide un petit peu 1946 d'envoyer Jackie à Montréal. Je dis pas qu'il n'y a pas de racisme au Canada, bien entendu, au Québec, mais je veux dire, la question raciale n'est pas la même. Donc, puis 1947, Jackie fait son entrée dans le baseball majeur. Fin des années 40, un détail, je me permets rapidement de vous raconter ça parce que ça illustre vraiment ce qui se passe. À partir des années 40, puis ça va être le cas jusque dans les années 60, on va publier à chaque année ce qu'on appelle le Green Book. Alors, le Green Book, pardon, excusez-moi, le Green Book, c'est un livre que les gens s'achètent, les personnes de race noire s'achètent aux États-Unis pour voyager à l'intérieur des États-Unis. Et, excusez-moi, et dans le fond, ce livre-là, ça donne comme les bonnes adresses sûres où aller. Alors, donc, 1940, 1950, tu es un noir, tu te déplaces aux États-Unis, particulièrement dans certains États, particulièrement un peu plus vers le sud, ben tu risques de vivre des situations vraiment pas évidentes qui peuvent même dégénérer carrément. Alors donc, pendant une vingtaine d'années, on va publier année après année. C'est un postier de New York qui avait eu cette idée-là, un dénommé M. Green. Et M. Green a popularisé ce livre-là. Et ça montre comment tout ça, ça restait très présent. Comment? Vas-y, Seb. Je dis c'est hallucinant, tu sais. C'est comme un guide pour ne pas se faire lyncher aux États-Unis. Et en même temps, il y a un gros parallèle à faire là, ces temps-ci. Là, on voit ça circuler sur les réseaux sociaux là, d'Afro-Américains ou de Canadiens racisés qui vont comme dire qu'eux autres, à leurs enfants, versus un petit enfant blanc, c'est comme « mets pas ta capuche, tu cours pas en avant d'une police, tu mets pas tes mains dans tes poches. Ouais. S'il y a une police si un policier qui arrête ton auto, mets tes mains sur le dash comme ça puis bouge pas. » Il y a plein de choses comme ça, dans le fond, que nous autres, on n'a jamais entendu parler. On s'est peut-être fait arrêter à un moment donné parce qu'on roulait 111 et on était choqués de ça. Mais il y a encore un genre de Green Book que les parents doivent... Ben, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite, j'espère que tu n'en parleras pas, Gilles, mais sur les heures où il y a des arrêts. Puis qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que les Américains noirs se font beaucoup plus arrêter le jour. Et quand la nuit arrive, ben, le nombre d'arrestations chez les Noirs diminue drastiquement parce que les policiers ne sont pas capables de les reconnaître. Ça, c'est une étude qui a été publiée en 2018. T'sais, moi, j'étais comme, c'est sûr que par rapport au Green Book, c'est ça. Il y a des preuves qui le montrent que c'est comme ça encore aujourd'hui, qu'ils ne sont pas en sécurité partout. Là, tout à fait, oui. Mais en tout cas, fait que ça montre quand même un peu, je vais le dire comme ça, l'état des lieux à ce moment-là. Et là, à partir de la fin des années 1940, un premier élément important qui va se passer, 1948, le président Harry Truman va, dans le fond, ordonner la déségrégation des forces armées américaines. Parce qu'il faut comprendre que les Noirs, quand ils ont combattu pendant la Deuxième Guerre, principalement en Europe, ben ils sont dans des troupes ségrégées et ils sont toujours dirigés par des officiers blancs. Alors, ça montre bien encore là la mentalité. Les années 50, ben là, il s'accumulent différents événements. 1954, la Cour suprême américaine va... dans le fond, déclarer inconstitutionnelles les lois sur les écoles publiques qui amènent la ségrégation. 1955, un événement très important qui va marquer, je vais le dire comme ça, l'imaginaire des Américains et même de bien des gens ailleurs dans le monde, c'est toute l'histoire de Rosa Parks. Alors, Rosa Parks qui monte dans son autobus à Montgomery, en Alabama, et qui se fait dire par le monsieur de race blanche qui arrive après, « Madame, vous me donnez votre place. » Et Rosa Parks tient tête. Puis là, Rosa Parks est arrêtée, traitée comme une criminelle, etc. On la met à l'amende, on la prend la photo là, affichée, etc. Et ça va être important, toute cette histoire-là de Rosa Parks. Et là, 1956,
bon, à partir de ce qui s'est passé avec Rosa Parks, là, la Cour suprême va dire toutes les lois ségrégationnistes sur les Blancs en avant, les Noirs à l'arrière dans les autobus, on enlève ça. En même temps, il faut être conscient que là, il y a beaucoup de résistance dans la société américaine par rapport à ça. C'est pas tout le monde qui fait comme youpi, enfin. Nous attendions cela depuis tellement longtemps. Alors, en 1957, le gouverneur de l'Arkansas fait fermer les écoles publiques parce qu'on veut on ne veut plus, on ordonne qu'il n'y ait plus de ségrégation. Alors, le gouverneur, lui, veut qu'on maintienne une ségrégation. Et on dit que dans certains cas, il va y avoir des écoles publiques en Arkansas qui vont être fermées pendant 2 ans parce qu'on veut refuser aux Noirs la possibilité d'aller à l'école avec les Blancs. À travers tout ça, ben là, va apparaître toute une génération nouvelle de leaders noirs. Évidemment, il y en a un en particulier qui va se démarquer des autres, là, qui va devenir très célèbre, Martin Luther King, pour ne pas le nommer. Et toute cette génération-là de jeunes leaders va, dans le fond, aussi beaucoup aider à l'avancement pour la lutte pour les revendications pour les droits civiques. Puis là, à partir des années 60, déjà en 1960, juste avant que le président Eisenhower cède sa place au président Kennedy, ben là, on voit le président Eisenhower, ensuite le président Kennedy, ensuite le président Johnson vont mettre en place toutes sortes de mesures pour amener, dans le fond, la reconnaissance des droits civiques, enlever la ségrégation raciale. Mais il y a plein de résistances. Là. Je n'entrerai pas dans tous ces détails-là parce que ce serait beaucoup trop long, mais il y a plein de résistances qui se passent. Et là, bon, 1963, marche très importante à Washington. Et là, devant le Lincoln Memorial, justement, dédié à la mémoire d'Abraham Lincoln, Martin Luther King va faire son célèbre discours « I have a dream ». Donc là, ça va être un moment marquant de toute cette lutte-là pour les droits civiques. Je pense que c'est une des premières méga manifestations aussi. Je pense qu'il y avait comme 200 ou 300 000 personnes. Puis je pense que ça avait jamais été vu avant. Oui, oui, effectivement, ça va être une manif gigantesque qui va rallier. Il n'y a pas de temps-là pour organiser ça non plus. Là. Non, c'est ça. Il fallait le faire quand même. Là. Tout à fait, oui. Puis là, mais encore là, on est toujours, j'oserais dire, hein, c'est ça qui me frappe dans ce que j'ai vu. On joue toujours un peu, c'est un peu un match, ben là, je fais ça là, de ping-pong, j'oserais dire. 1964, là, il y a des gens. Là, ce qui reste encore à ce moment-là, un gros problème, c'est tous les obstacles pour permettre aux Noirs de voter, de s'inscrire dans les registres pour aller voter aux élections. En 1964, s'en vient une élection présidentielle. Louis Kennedy est décédé à ce moment-là, est assassiné en novembre 1963. C'est Lyndon Johnson qui est le président. On s'en va en élection. Et à l'été 64, il y a des jeunes militants pour la cause des droits civiques qui s'en vont au Mississippi et qui décident d'aller dans les communautés noires du Mississippi et de dire aux gens, aux Afro-Américains, vous avez le droit de voter, vous allez vous enregistrer et tout ça. Et là, il va se passer un épisode assez terrible de toute cette lutte-là pour la reconnaissance des droits civiques. Alors là, on va assassiner 3 jeunes militants pour les droits civiques, un jeune militant de race noire et 2 jeunes militants de race blanche. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà vu le film Mississippi Brûle, Mississippi Burning, avec Gene Hackman. Et dans ce film-là, on voit très bien comment c'est incroyable. De toute façon, on découvre à un moment donné le poteau rose. C'est les gens du bureau du shérif qui ont tout organisé à patente, qui ont éliminé ces gens-là. Et on voit tout ce qui est fait, toute la violence inouïe qu'on fait endurer aux gens des communautés noires de ce coin-là du Mississippi pour, en fait, quoi? Ben, tellement leur foutre la trouille, leur faire peur qu'ils n'iront pas s'enregistrer pour voter. Alors, donc, on en est là. Et là, à travers ça, bon, il va y avoir d'autres événements. En 1965,
en Alabama, manif à Selma, Alabama, où des gens pacifiquement se promènent dans les rues pour revendiquer la reconnaissance des droits civiques. On intervient, on dit même, je lisais aujourd'hui en me préparant, on dit que ça va avoir été le Bloody Sunday du mouvement des droits civiques aux États-Unis. C'est un dimanche, les gens sont fiers, sont beaux, sont bien habillés, belles chemises et tout ça, mais les belles chemises, les belles robes vont finir ensanglantées parce qu'on va attaquer sauvagement les gens, puis c'est comme, hey, vous n'avez pas à revendiquer ça dans les rues et tout. Ce qui est le plus ironique, petit détail rapide que je vous dis là-dessus, c'est qu'ils sont principalement attaqués par les forces policières sur un pont qui s'appelle Edmund Pettus Bridge et Edmund Pettus, général sudiste, qui a été impliqué activement dans la fondation du Ku Klux Klan et qui va en être un dirigeant du Ku Klux Klan. Aujourd'hui, en 2020, encore des gens revendiquent qu'on débaptise ce pont-là, Edmund Pettus Bridge, à Selma. Et il s'appelle encore comme ça parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir, qui disent que c'est un personnage important qu'on veut honorer, puis non, on n'enlève pas son nom au pont. Alors, vous voyez, hein, c'est ironique, là, mais ironique dans le bien mauvais sens, là, toute cette affaire-là. Et là, on arrive au 4 avril 1968. Qu'est-ce qui se passe à Memphis, Tennessee? Ben, c'est l'assassinat de Martin Luther King, qui n'est pas le seul, mais qui est devenu la figure emblématique du mouvement. Et là, dans les derniers jours, on a souligné que depuis 50 ans, il n'y a pas eu vraiment de manifestation d'émeutes raciales aussi importantes aux États-Unis suite à la mort, à l'assassinat de George Floyd à Minneapolis. Mais dans le fond, les dernières grandes manifestations d'envergure de tout ça remontent, dans le fond, au moment, en 1968, pas mal de la mort de Martin Luther King. C'est sûr, il y a eu d'autres épisodes, Rodney King à Los Angeles en 1992. Il y a eu toutes sortes d'épisodes de tension raciale, mais pas de la même ampleur, là. Alors, puis là, c'est un mouvement qui s'essouffle. Aussi, beaucoup de ces dirigeants-là afro-américains vont beaucoup être intégrés au Parti démocrate. Et là, ça, c'est une autre affaire. Hein? C'est comme nous, là, dans notre tête, là, les démocrates sont beaucoup pour la cause des Afro-Américains, puis les républicains, des fois, on se pose des questions. Ben, pendant longtemps, le Parti démocrate était le parti des gens qui luttaient le plus contre l'obtention des droits pour la communauté noire, la communauté afro-américaine. De toute façon, Abraham Lincoln, c'était un républicain, c'était pas un démocrate. Alors, hein, des fois, il faut même nuancer ces éléments-là. Et rapidement, je termine avec ça. Là. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ouais, non. 2018, ça fait 50 ans. On fait le bilan de ce qui s'est passé. Et on dit, oui, il y a eu des avancées significatives. Il y a toutes sortes de mesures ségrégationnistes qui n'existent plus aujourd'hui aux États-Unis et tout ça. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Mais en même temps, on se pose la question, est-ce que la situation générale des Noirs s'est beaucoup améliorée? Et plusieurs disent, ben, globalement, il y a peu de progrès. Donc, juste vous donner une idée, on dit aujourd'hui judiciarisation disproportionnée des Afro-Américains. Ensuite, les disparités économiques qui demeurent très significatives. Je n'ai pas retenu exactement tous les détails de l'information, mais plus tôt cette semaine, Gérald Filion, à RDI, comparait le patrimoine, ce qu'il appelait le patrimoine médian d'une famille de race blanche versus une famille de race noire aux États-Unis. Hein, on parle d'une proportion de 1/10. Là. Ça veut dire que le patrimoine, là, le pot familial, la valeur du pot familial qu'une famille noire aux États-Unis a accumulée versus une famille blanche, c'est 10 fois moindre. Alors donc, ça montre l'écart qui existe.
Puis, aussi aux États-Unis, hein, il y a un phénomène assez particulier, je termine avec ça, phénomène assez particulier, tu as un dossier criminel, tu perds ton droit de vote. Donc, il y a des millions d'Américains qui ont perdu leur droit de vote. Mais juste vous donner, on dit que dans la population en général aux États-Unis, c'est un Américain sur 50 qui a perdu son droit de vote pour cette raison-là. Mais c'est un Afro-Américain sur 13. Donc, il y a 4 fois plus d'Afro-Américains qui ont perdu leur droit de vote. Alors ça, c'est ce qui est particulier. C'est, on a apporté des changements, mais en même temps, il reste encore plein de mesures dans différents États qui, en bout de ligne, on peut le dire comme ça, désavantagent toujours la communauté noire. Par la bande, on pourrait se dire que aussitôt qu'il y a une loi ségrégationniste qui tombe, tu as tout le temps d'autres lois à contourner pour être capable d'empêcher les gens de voter pareil ou les empêcher d'avoir accès à la propriété. Ma petite hypothèse, bien personnelle, c'est que à quelque part, ça joue dans les mentalités. C'est les mentalités qui ne demeurent pas vraiment changées. Alors, à un moment donné, on change les lois. On a des gens qui font des choses qui amènent un progrès de ce côté-là, mais en bout de ligne, c'est comme, je sais pas, il y a quelque chose qui semble profondément inscrit dans je dirais quasiment la psyché collective américaine. Puis, ils sont encore pris avec ça, puis on peut difficilement prédire quand tout ça va vraiment finir. J'aimerais ça juste t'entendre en parler. Tu penses-tu que c'est aussi pire, mettons, dans les autres pays de la planète où les États-Unis ont vraiment un penchant ségrégationniste? Je ne sais pas si ma question est claire. Je ne sais pas si j'estime qu'il y a ça partout parce que. Ben, je pense que chaque société a ses défis. Je vais faire très attention. Là, je n'ai vraiment pas la prétention d'être un spécialiste, mais certains pays d'Europe ont leurs difficultés, leurs tensions raciales. Hein? On n'a pas besoin d'aller bien loin. Les Français, il y a une situation raciale. Quand en France, tu remplaces la personne de race noire par la personne de race arabe. Juste une petite anecdote. Hein? Moi, à un moment donné, je voyage en France un soir avec un ami. À un moment donné, les gendarmes arrivent à toute vitesse. On nous arrête. Ça a l'air qu'on a brûlé un feu rouge. Mon ami puis moi, on est comme ah oui, vraiment, là, puis on fait pas les fausses mains niaiseux. Là, on comprend vraiment pas ce qui se passe. Et là, le gendarme se met à nous poser des questions sur un ton très arrogant, vraiment. Et finalement, il réalise qu'il nous voit, puis on est 2 Québécois. Il dit « Ah, vous êtes du Québec? » Non. Et on y a comme, permettez-moi l'expression, pété sa balloune, bien involontairement. Puis, l'ami avec qui je voyageais, on est allé rencontrer de ses amis le lendemain. Et un de ses amis nous a dit comptez-vous chanceux que vous n'étiez pas des Maghrébins. Donc, des Arabes, Algériens, Marocains, Tunisiens, parce que vous seriez partis à la gendarmerie, puis vous auriez passé un mauvais quart d'heure. Donc, ça, les gens se le disent. Alors ça, ces difficultés raciales-là, on pourrait se mettre, nous, dans la position, nous, les bons Québécois, les bons Canadiens, on ne connaît pas ça. Je pense que mon ami Michael, tout à l'heure, va un peu parler. On a tous nos enjeux en ce sens-là. C'est sûr que l'enjeu aux États-Unis, il est de taille. Puis on dirait qu'il est comme incrusté à l'histoire du pays. Puis dans tout ça, là... C'est dans ses fondations. Puis à ça aussi, il faut ajouter... Excuse, je ne voulais pas te couper. Non, c'est bon. On parle tout le monde en même temps. Hein? Je pense qu'il y a des niveaux aussi de... Tu sais, là, on aborde un axe parmi tant d'autres aussi. Tu sais. Il faudrait rajouter la couche aussi du tissu. Tu sais, mettons, au Canada, par exemple, on a quand même un filet social pour soutenir les gens qui sont peut-être plus démunis, qu'il n'y a pas tellement aux États-Unis. Là. Dans certains cas, il n'y a pas pantoute. Tu sais.
On a de couverture médicale au Canada pour aider les gens aussi qui ont peut-être pas, qui sont pas capables de se payer une assurance privée. Il y a la question aussi de la multiplication des armes à feu. Il y a comme bien d'autres aussi facteurs qui font en sorte que c'est peut-être plus une espèce de bouillon là, explosif et dangereux. Mais c'est vrai qu'en France, là, à Toulouse, là, il y a des quartiers où les policiers vont pas, puis les fameuses cités là où il y a des émeutes, puis c'est intense ce qui se passe là-bas aussi. Puis il y a des gens qui ont des discours très de droite en France aussi, là, vous les connaissez. Là, fait que, je pense qu'il n'y a pas de pays qui sont peut-être à part la Corée du Nord, là, sur lequel tout va bien. Mais non, il doit y avoir du racisme partout. Mais il n'y a pas de problème racial en Corée du Nord. Non, c'est ça, je pense pas. C'est le seul problème. Pas de problème du tout, d'ailleurs. Oui, ben ça, on pourrait faire une excellente émission sur la Corée du Nord. Oui, hein? mais on va revenir aux Américains. Mais c'est ça, hein, tu sais, Puis je dirais là-dedans, il y a eu des gens aux États-Unis qui ont été, je vais le dire comme ça, qui ont été des gens vraiment de bonne volonté, qui ont voulu un changement sincère, qui ont consacré leur vie à ça. Et il y a eu des alliances entre des gens de différentes origines ethniques, on va le dire de même, pour changer les choses, les Blancs, les Noirs ensemble. Mais il y a comme quelque chose qu'on ne réussit pas à défaire. Puis bon, c'est sûr, je pense que, en tout cas, on peut penser aussi qu'on a un président actuellement qui n'aide pas les choses. Donc, jusqu'il y a 2 ans, ce qu'il a fait, quand il y a eu les émeutes, je crois que c'était en Virginie ou en Caroline du Nord, dans la petite ville de Charlottesville, si je ne me trompe pas. Puis, finalement, tu sais, M. Trump disait, tu sais, il y a aussi du bien bon monde là, dans les suprémacistes blancs. Là, il faut faire la part des choses. Fait que c'est comme, tu sais, c'est comme merci pour la claque d'en face, là, tu sais. Puis là, je veux pas faire de, tu sais, du facile Trump bashing, là. Mais tu sais, c'est quand même. Mais en même temps, Gilles, tu dis que tu veux pas faire du Trump bashing, mais présentement, moi, c'est ça qui me fait capoter un peu, c'est qu'il n'y a aucun premier ministre, aucun président, il n'y a personne sur la Terre qui fait comme « Ouais, mais ça n'a pas d'allure ce qui se passe aux États-Unis en ce même temps. » Tu sais, le gros silence de 21 secondes, puis on parle beaucoup du président Trudeau, du premier ministre Trudeau, tu sais, il n'y a aucun dirigeant qui... aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs dirigeants qui se sont exprimés. Oui, aujourd'hui, il parlait de la première ministre de l'Australie, là. Je me rappelle pas de son nom. J'ai pas vu passer ça. Mais c'est pas en réaction à ce que Trump a dit, c'est parce qu'il y a de ces journalistes qui se sont fait arrêter puis qui se sont fait bousculer dans les manifestations. Oui, mais ça, il y en a qui réagissent. C'est pour ça qu'elle a demandé une question dans la tête, mais même pas. Oui, vas-y, parle. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de pays de premiers ministres et de présidents qui réagissent face à la crise, mais pas à la gestion de la crise. Je ne sais pas si vous comprenez, là, la nuance n'est pas grosse, mais dire il y a des problèmes dans le pays pour tous les pays en ont, comme on disait, mais comme de réagir par rapport à la gestion de la crise, les gens sont frileux là, par rapport à ça là, en ce moment. Ouais, on les comprend. On les comprend en même temps. C'est une espèce de méchant malade. Oui, mais en même temps, c'est ça, là, dans le cours de récréation, celui qui fait du bowling, tout le monde ferme sa gueule pour qu'on se fasse bouler. Là, présentement, c'est ça qui se passe. Oui, mais il ne faut pas que tu oublies quand même que tout le monde a des intérêts économiques assez importants avec les États-Unis. Puis, historiquement parlant, quand tu t'opposes publiquement à un président américain, les frontières se ferment. C'est à leur avantage et non au nôtre. Fait que le Canada ne peut pas se permettre juste de sortir puis de dire Trump, ça n'a pas d'allure, comment est-ce qu'il réagit. Ça va nuire à notre pays. Ben moi, je pense que le silence de 21 secondes, il voulait tout dire. As-tu vraiment besoin de dire quelque chose de plus que ça? Non, mais je comprends, tu sais, que moi, tout, si on m'avait posé cette question-là, mais je peux pas croire qu'il n'y a pas une ligne de com qui a été écrite pour ça. Là. Ils ne s'attendaient pas à se faire poser cette question-là. C'était peut-être celle-là, sa ligne de com. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas vu. Tu penses? Il l'a pratiqué depuis 2 semaines. Ils ont dit on va pratiquer. 21 secondes. Compte jusqu'à 21 dans ta tête.
Puis, En tout cas, il comptait- c'est sûr que c'est un acteur. Il a bien joué, c'est un. Ah, Gilles, je comptais 1 Mississippi, 2. Ouais. Mais moi, en tout cas, je suis d'accord avec François Michel. Je comprends très bien ce que Michael dit, mais tu sais, comment le premier ministre du Canada peut trop se lancer? Surtout, hein, on a un président qui a fait sa marque de commerce de toujours répliquer d'une façon drastique, virulente. Fait que c'est parce que Justin Trudeau, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, s'il avait fait une déclaration assez importante, puis que justement à cause au niveau économique, bang, on a des impacts. Tu sais, il y aurait comme plein de monde au Canada qui dirait « Hey, qu'est-ce que tu es allé faire là, toi, là? » Tu sais, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il est comme dans une... C'était comme une mission impossible de répondre à cette question-là. Ben, puis il y a aussi le contexte historique que son père a déjà envoyé l'armée contre des civils aussi dans son propre pays. Fait que c'était doublement si je réponds que ça n'a pas de bon sens, j'ouvre une deuxième porte. Tu sais, je comprends qu'on n'est pas là pour parler de ça, puis il y a d'autres choses à jaser, mais... Hey, parlant du plus meilleur pays, Michael pourrait nous faire sa petite chronique, là, qu'est-ce que tu en penses? Mais ça, on accueille notre lauréat, hein, du plus grand nombre de chroniques aux survivants, M. Michael Plamondon. Content de te voir, Mick. Avec les nouveaux cheveux, ça te fait bien. Oui, un nouveau look, hein? Ah oui, mais tu sais, on a parti de la première émission avec du sébum, puis regardez comment ça a fini. Moi, en tout cas, Tania Rancourt, là. Tania Rancourt, plus jamais. Fini, mais Tania Rancourt, c'est la personne qui a été citée le plus souvent sans être invitée une deuxième fois. C'est vrai, hein? Faudrait la réinviter, parce qu'elle avait dit qu'elle venait de parler de jogging. L'été recommence, tu sais, je pense que ce serait le temps de la réinviter. Pour vrai, là, oui, à soir, je fais ma demande officielle. Je veux une Tania Rancourt dans un futur proche pour nous parler de course. Hey, moi, c'est ça, je fais un pont direct avec ce que Gilles, mon collègue, fait. Elle, dans le fond, puis tu sais, je trouve ça bien parce que, tu sais, je trouve, on parle beaucoup des États-Unis en ce moment, tout ça, puis tu sais, on oublie souvent notre revers de la médaille. Et là, moi, tu sais, dernièrement, il y a ça qui est apparu sur les billets de 10 $. J'ai cherché pour trouver un 10 $ papier, mais en temps de COVID, c'est difficile de trouver de l'argent papier. Hein, c'est plus très, très à la mode. Ça fait que je me suis replié sur une version informatique. Et, tu sais, on s'attache pas vraiment à quel personnage qui sur les billets est. Puis, tu sais, ça faisait longtemps que c'était les mêmes. Là, puis avant, c'était John Alexander McDonald qui était dessus. Et là, d'un coup, il y a cette madame-là qui est apparue, Viola Desmond. Et Viola Desmond, tu sais, c'est un peu notre Rosa Parks canadienne. Tu sais, tantôt, on parlait de Rosa Parks. Ben, elle, dans le fond, son histoire a commencé 10 ans avant Rosa Parks pour une histoire qui est pratiquement la même, dans le fond. On est en 1946. Viola Desmond, c'est une femme d'affaires. En fait, elle possède un salon d'esthétisme. Ce qui est un peu bizarre à dire, mais à l'époque, c'était rare. Tu sais, une madame esthéticienne qui possédait son commerce, tu sais, et qui était noire. Et c'est quelque chose d'unique. Et la madame est en moyen. Et un bon jour, elle se présente au cinéma. Et après. Excuse-moi, c'est dans quelle ville? Oui, c'est ça, c'est des Maritimes. J'ai un blanc. Madame Desmond était à Halifax. Et si ma mémoire est bonne, c'était arrivé dans la ville de New Glasgow, toujours en Nouvelle-Écosse. Oui, ça a du sens. Puis, tu sais, c'est ça. Et la madame, dans le fond, elle se présente au cinéma et elle paye. Il y a comme 2 prix pour les billets de cinéma. Un pour la partie poche du cinéma, un genre de parterre reclus. Et celle qui coûte cher, qui est devant l'écran, tout ça. Et elle paye avec son argent le gros billet. Puis, ils vendent à la billetterie. Elle se présente, elle va s'installer dans la salle pour écouter son film. Et à ce moment-là, ben, il y a des gens qui commencent à se plaindre dans la salle. Ben, qu'est-ce qu'une noire fait dans la place réservée à l'élite sociale? Parce qu'on sentait que le cinéma, à l'époque, c'était quelque chose de
une grosse sortie. Là, c'était quelque chose de famous. Là, c'était des gens qui avaient des moyens qui allaient. Fait que là, une noire qui paye comme la place importante dans le cinéma, c'était louche. Le monde ne trouve pas ça normal. Il y a des gens qui vont se plaindre. Et finalement, on lui demande de partir. Elle refuse de partir à ce moment-là. C'est là que l'histoire rejoint beaucoup celle de Rosa Parks. Elle refuse de partir. Elle refuse de céder sa place. Elle veut pas. Elle dit qu'elle a payé son billet. Et finalement, la police va être appelée à intervenir. Elle va se faire arrêter. Elle va se retrouver en prison. Elle va passer 12 heures en prison. Chose pourquoi, finalement, que légalement, il n'y avait rien qui justifiait ça. Ça fait que dans les lois qui disaient, ni provinciales ni fédérales, qui disaient qu'elle n'avait pas le droit de se payer un billet et y aller, c'était juste comme par pratique malheureusement culturelle, qu'elle n'y avait pas accès. Et finalement, elle va passer le reste de sa vie finalement à devenir un peu une militante malgré elle, mais elle va prendre de plus en plus de place et elle va investir beaucoup ses valeurs dans ses enfants qui vont continuer le combat pour elle finalement. Elle va finir par décéder, la dame, sans jamais avoir reçu des excuses de l'État, mais finalement, elle va les recevoir plusieurs années plus tard. Je pense que c'est en 2009 de mémoire, quelque chose comme ça, qu'elle va recevoir des excuses. Plusieurs années plus tard de l'État qui va à sa famille, à sa descendance, dire que ça n'avait juste pas de bon sens. Ça va prendre énormément de temps finalement à arriver. Et aujourd'hui, on l'honore en imprimant son visage sur le billet de 10 $. Puis je trouve ça intéressant parce que ça donne une espèce d'image du Canada. Puis on se dit, c'est arrivé 10 ans avec Rosa Parks. Et puis là, c'est là un peu ma question à poser. Là, on parle beaucoup des États-Unis, de la ségrégation raciale des États-Unis, mais est-ce que le Canada a toujours été avant-gardiste sur les États-Unis? Vous comprenez un peu ma thèse de ce soir. Est-ce que le Canada, on est moins raciste que les États-Unis? Et là, j'ai remonté dans le temps et là, j'ai commencé, dans le fond, justement, à aller voir, dans le fond, les premiers esclaves qui sont arrivés avec la Nouvelle-France. Et puis, c'était quelque chose tellement de naturel que souvent, c'est difficile de trouver de l'information là-dessus. Parce qu'avoir un esclave qui soit autochtone, noir, c'était quelque chose sous la Nouvelle-France qui était passablement normal. Quand la conquête va arriver, on va juste continuer dans cet élan-là. Le commerce d'esclaves va se continuer, à avoir des servantes chez soi pour faire le ménage. On continue comme ça à les avoir. Et finalement, c'est l'Angleterre qui va venir un peu changer la donne en 1833 en imposant, dans le fond, l'arrêt, en disant l'esclavage s'est rendu illégal. C'est qu'on est en 1833 et à l'époque, le Canada est toujours une colonie. Donc, d'office, l'esclavage va devenir interdit au Canada. On n'a pas été si avant-gardiste que ça, on s'est fait plus imposer la fin de l'esclavagisme. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'était passé quelques années avant, c'était l'indépendance des États-Unis. Ça fait que plusieurs décennies avant 1833, dans le fond, les loyalistes qui sont arrivés des États-Unis ont apporté avec eux autres une panoplie d'esclaves noirs. Et c'est ça qui va être un peu étrange, parce que tantôt on parlait que Abraham Lincoln était républicain et qui s'était battu pour les droits des Noirs et qu'aujourd'hui, les républicains, c'est comme un peu vu comme le contraire. Pendant très, très, très longtemps, le parti qui défendait les droits des Noirs, c'était le Parti conservateur. Parce que les loyalistes, qui étaient loyaux à la couronne britannique, quand les Noirs vont s'émanciper finalement et devenir indépendants en 1833, ils vont devenir des sujets très loyaux à la couronne britannique. Ça fait que très longtemps, le Parti conservateur a été un peu le parti le parti, dans le fond, qui était à l'avant-garde pour les droits des Noirs. C'est quand on regarde aujourd'hui, quand on parle du Parti conservateur, on n'a pas cette image-là nécessairement. C'est que je trouvais que c'était quand Gilles a parlé tantôt du Parti républicain, j'ai fait c'est un drôle de fait que ça, nous autres aussi, dans l'histoire, ça l'a changé ça. Fait que, je vais avancer dans le temps assez rapidement parce que dans le fond, en fait, quand on va donner les droits en 1833 aux Noirs de s'émanciper puis de devenir, dans le fond, des citoyens canadiens, on va leur donner exactement les mêmes droits que nous, les Blancs. Mais là, toutes les embûches qui vont vivre aux États-Unis vont les vivre ici aussi. Ça fait que, oui, il y avait le droit de vote, oui, il y avait le droit de devenir des propriétaires, mais culturellement, les gens vont s'opposer à ça. C'est que là, j'ai lu un paquet d'articles qui parlaient du fait qu'en Ontario, les Noirs ne pouvaient pas aller voter parce que systématiquement, ils se faisaient bâcher par des grosses brutes à l'entrée des bulletins de vote. Comment on essayait de les empêcher de devenir propriétaires parce que pour pouvoir voter et être un citoyen jusqu'en 1867, fallait que tu sois propriétaire terrien. C'est que tant que tu n'étais pas propriétaire terrien, tu n'avais pas quelque chose qui t'appartenait, tu n'étais pas un citoyen pleinement.
c'était le même principe pour les femmes, soit dit en passant. Fait qu'on essayait de les empêcher d'acquérir des propriétés pour qu'ils puissent devenir. Puis la minorité qu'il y avait, exerçait pas leurs droits par peur de représailles. Ça fait que pendant très, très, très longtemps, les Noirs ont été encore des sous-classes, dans le fond. Puis dans un article que je disais, il disait t'avais rien de pire que finalement une femme noire, parce qu'elle avait rien. C'est pour ça que Viola Desmond est devenue un peu briser ça par le fait qu'elle était propriétaire, qu'elle avait de l'argent, qu'elle était une femme. C'est pour ça qu'elle a été beaucoup vue. Puis on était en 1946, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où c'est qu'on a vu tout le génocide juif, qui était vraiment l'apothéose du racisme, là, malheureusement. Et parlant de racisme, on a eu des gros mouvements racistes. Gilles parlait tantôt du KKK. Le KKK n'a pas autant percé au Canada qu'il a percé aux États-Unis, mais pendant longtemps, ils ont eu, le Ku Klux Klan, des membres ici. Les chiffres où ça a été le plus populaire, c'est dans les prairies canadiennes. En Saskatchewan, on dit que ça a monté jusqu'à 40 000 membres dans les années 1920. Ça fait que, vous avez une image de 40 000 membres du KKK, ça devait être assez imposant. En fait, je me demande un peu en Saskatchewan combien il y avait de personnes à cette époque-là, puis s'il y avait vraiment des minorités visibles en Saskatchewan à qui le KKK allait s'insurger. Ça me fait toujours rire. Là. C'est comme les gens d'un village qui n'aiment pas les gens d'autres ethnies, mais qui n'en ont jamais vu. Là. Ça fait quand je disais ça, j'étais comme ouais, c'est un peu bizarre que ce soit en Saskatchewan que ça allait être percé comme ça. Puis, quelques années plus tard, en fait, on a le Parti national social chrétien d'Adrien Arcand, qu'on a déjà parlé à l'autre émission, M. Grenier, vous vous souvenez de ça. C'est une espèce de bébite qui est née. Puis, tu sais, Adrien Arcand, ce gars-là, il était amoureux d'Adolf Hitler. Tu sais, il aimait ses idées, il prônait, il trouvait ça intéressant. Puis, il a apporté ça ici. Il n'a jamais réussi, son parti, à percer. Là, là je vais parler c'est un peu un genre de Maxime Bernier, mais lui, en tant que personne, a duré très longtemps dans la politique avec ces idées-là. Son parti a fini par être interdit parce qu'on s'entend qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les partis nazis, même au début, c'est un petit peu avant le début de la Deuxième Guerre mondiale que son parti a été interdit, mais il est toujours revenu avec des nouvelles idées, des nouveaux partis, changeait de nom, revenait. Il a été très persévérant dans son idée de promouvoir cette violence-là par rapport aux autres ethnies, même si ça ne perçait pas nécessairement, mais quand même, ça a été présent. Ils ont eu des milliers de membres quand même de cette partie-là. Ça fait que ça n'a pas été une anecdote de l'histoire, ça a quand même été un moment triste de notre histoire. Et là, moi, pendant que je suis en train de lire ça, je me disais, puis c'est un peu là, on en avait parlé un peu avant l'émission, de dire, on a une gang de gars, blancs, tout ça. C'est que je suis allé parler avec des anciennes élèves qui étaient de minorité ethnique, puis me dire, vous autres, est-ce que vous avez senti, au Canada, en tant que minorité ethnique, vous êtes senti jugé de racisme? Comment vous avez vécu ça? Puis, la majorité, ce qu'ils m'ont dit qu'en très bas âge, ils l'ont senti. À l'école primaire, début du secondaire, mais eux autres voyaient ça un peu comme plein de choses, quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est laid, c'était pas nécessairement à cause qu'il était d'une ethnie différente que nécessairement il était jugé, que c'était plus par le fait de dire qu'il était différent. C'est pas à cause de leur race, il était noir, donc il se faisait écœurer parce qu'il était noir. La différence, fait que c'était avec ça que tu faisais. C'est ça, là. C'était en plein ça. C'est juste parce qu'il était différent. C'était pas vraiment qu'on s'attaquait à eux autres à cause de ça. Puis, on s'entend qu'il était en très, très grosse minorité. Puis souvent, j'ai parlé à une qui est arrivée vraiment en secondaire 1, musulmane, première quasiment musulmane à Lassar, ça fait que... puis avec un nom, Myriam Bounab, là, je vais la nommer parce que je lui ai demandé. Puis elle m'a dit, au début, les gens se comprenaient comme juste pas c'était quoi une Algérienne, parce qu'elle veut pas, à l'air physiquement, on la regarde, elle n'a pas l'air arabophone tant que ça. Là, ça fait qu'elle dit, j'ai pas senti quelque chose de vraiment sur le fait que j'étais différente physiquement, mais c'est plus souvent quand les gens ne me connaissaient pas, puis là, ils regardaient mon nom, puis là, ils ne savaient pas trop. Elle s'est fait poser la question si elle parlait français à quelques reprises, mais elle non plus n'a jamais trouvé ça. Puis, elle, souvent, c'est sans même le vouloir qu'elle a été blessée. Des gens qui parlent, mettons, des immigrants comme étant des importés, puis des choses comme ça. En Abitibi, elle parle plus d'incompréhension. Puis, je l'ai compris quand elle disait ça. C'est un peu comme beaucoup de choses. Quand on ne comprend pas quelque chose, on est cave. Puis, c'était ça, mais elle n'a pas senti vraiment du racisme par rapport à elle. À Montréal, par contre, elle est allée étudier à Montréal. Là, elle a vu beaucoup de racisme par rapport aux minorités visibles. Elle n'a été témoin. Elle n'a pas vécu tant que ça, mais elle dit qu'elle a été témoin aussi de plein de gens qui défendaient ces personnes-là. Ça fait que dans le métro, quelqu'un qui va prendre quelqu'un
va tenir des propos racistes, ben, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le ramasser pour lui dire, hey, fan, t'as pas d'affaire à dire des choses comme ça. Ça fait que, il a vu un peu des deux. Donc, il n'est pas sorti traumatisé de ça. Puis ça m'a mené à comprendre un peu, peut-être que nous autres, notre problème d'ethnie, de race qu'on avait, notre racisme, a fini par trouver un autre exutoire au Canada, et c'est les Autochtones. Puis, honnêtement, là, j'ai fait comme une réflexion par rapport à moi-même, puis, là, je vais utiliser un terme vraiment dégueulasse, mais le kawish, quand j'étais jeune, c'était tellement un terme, puis, j'ai tenu des propos racistes, puis j'ai embarqué là-dedans, puis mes amis, ça c'était valorisé, puis l'Autochtone est mal vu, et, je pense que socialement, notre racisme part de là. Puis, veut pas, notre gouvernement, comme aux États-Unis, a longtemps fait de la ségrégation par rapport aux Noirs, ben nous, tout ça a été encore pire par rapport aux Amérindiens. Là, à partir de 1876, quand il y a eu la loi sur les Indiens, dans le fond, la loi, ce qu'elle disait, c'est qu'elle interdisait aux membres et aux communautés indiennes d'exprimer leur identité par des activités liées à leur culture ou à la gouvernance. Le but, puis là, c'était expliqué, c'était de tuer l'Autochtone. Tuer l'Amérindien, tuer l'Indien, de le faire disparaître. On s'entend que tu n'as pas de choses plus violentes d'envie de dire qu'on veut te faire disparaître ta culture et ta gouvernance. Imaginez qu'aujourd'hui, on dirait au Québec qu'on voudrait faire disparaître la langue française, qu'on voudrait faire disparaître le gouvernement québécois, puis on ça pèterait de partout. Et pourtant, ça a été quelque chose qui a duré très longtemps. Puis c'est ça qui m'a un peu impressionné, c'est que ça a duré quand même jusqu'à 1996. Moi, j'avais entendu parler qu'il y avait encore au Québec, ça a terminé dans les années 80. Puis moi, j'ai jamais vu ça de mon vivant. Mais en 1996, le dernier pensionnat autochtone, il était en Saskatchewan, il a fermé ses portes. Puis c'était un pensionnat pour punir les jeunes, dans le fond, délinquants des communautés autochtones, puis leur donner des bonnes valeurs canadienne. Là, ça fait que c'était un système d'assimilation qui avait encore lieu jusqu'en 1996. Et moi, je pensais pas que ça avait duré si longtemps que ça. Les pensionnats autochtones, c'est une grosse plaie dans l'histoire. Puis on en a beaucoup parlé en disant que encore aujourd'hui, on comprend comme pas trop tout ce qui est arrivé là parce qu'on a donné le contrôle finalement de des milliers, des dizaines de milliers d'enfants. On parle d'environ 150 000 enfants qui ont passé par les pensionnats autochtones. Puis, on a comme donné la clé, malheureusement, au clergé et on n'a pas regardé ce qui s'est passé là. C'est qu'on disait, et comme dans les décès dans les pensionnats autochtones, il y en a environ le tiers qui sont inexpliqués et qu'il n'y a jamais eu de suivi. C'est que les enfants sont morts, les parents n'ont jamais su qu'ils étaient morts, puis on ne sait pas de quoi qu'ils sont morts. Le tiers, tu sais. Puis ils disent que globalement, c'est beaucoup passé avant 1960, mais ça s'est passé jusque dans les années 80 qu'il y a eu des morts inexpliquées là-dedans. Ils disparaissaient. Les parents revenaient pour les chercher au mois de septembre, puis il y avait juste plus d'enfants qui étaient décédés, mais on savait comme pas trop de quoi, de où, de comment, c'était-tu des sévices ou tout ça, on ne l'a jamais su. On dit qu'il y a plus de 50% des enfants qui ont vécu des sévices sexuels et que l'ensemble des enfants ont eu des sévices physiques. Imaginez une statistique de même, là. L'ensemble des enfants ont eu des sévices physiques quand ils ont passé par là. Aujourd'hui, on a quelque chose qui s'appelle la DPJ, que s'il y a un enfant qui a des sévices sexuels physiques, il est rapporté, puis le parent va perdre la garde de son enfant, là, ou en tout cas, du moins, il va avoir des conséquences. Là, on avait un système canadien dans la loi fait pour ça, pour dire on va casser ces enfants-là, on va les envoyer là-bas, puis on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et là, ça l'explique aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde le portrait des détenus au Canada, tu as 5% de la population qui est amérindienne autochtone, puis tu as 30% des détenus dans nos prisons qui sont autochtones. Ça n'a juste pas de bon sens. Dans les 15 dernières années, il y a plus de 1000 femmes autochtones qui sont disparues sans laisser de trace et qu'on suppose qu'ils ont été assassinées. Là, il y a la commission Vien qui a porté là-dessus dernièrement, que là est en train de se faire tabletter parce que on n'a pas entendu parler, puis je pense que ça fait 2 ans que ça a passé. Et quand même, il y a eu l'épisode à Val-d'Or qu'on a beaucoup entendu parler des policiers qui apportaient des... Puis ça, c'est un sujet très sensible. Encore aujourd'hui, tu en parles, puis... il y a beaucoup de gens, des femmes autochtones qui ont témoigné, c'est des menteuses, puis c'était pas vrai, puis ils ont inventé ça, puis blablabla. Ça fait qu'on a encore ce malaise-là. Ça fait que... Et moi, pour vrai, quand je disais là-dessus, j'ai fait...
aujourd'hui, j'essaye, je pense que je suis rendu, que j'ai passé à travers de ça, mais tu sais, il y a des choses qui sont fortes dans une société, puis ça a des conséquences très grandes. Puis tu sais, nous autres, on a un peu banalisé ce racisme-là, puis ça le fait qu'aujourd'hui, tu sais, au Canada, on a l'impression qu'on est moins raciste qu'ailleurs, mais je me demande jusqu'à quel point qu'on se ferme pas les yeux pour pas ouvrir ce bobo-là. Puis tu sais, quand on l'ouvre, on le referme très rapidement. Puis là, je suis allé chercher les statistiques du SPVM, qui eux-mêmes ont fait une enquête sur leur politique de profilage racial, finalement, parce qu'ils ont dit, il y a eu des questionnements qui ont été faits. Puis, en gros, pour les femmes autochtones, tu as 11 fois plus de chances d'être interpellée qu'une femme blanche. Tu sais, 11 fois plus de chances de te faire arrêter. Et là, ils ont... La police de Montréal, là. Oui, pour la police de Montréal. C'est que des femmes autochtones ont 11 fois plus de chances de s'être arrêtées. Un homme noir, entre 25 et 34 ans, 5 fois plus de chances. Pour vous donner une idée, c'est que là, des fois, on se dit les Noirs sont beaucoup plus arrêtés, mais une femme autochtone, c'est 11 fois plus. Un Arabe, c'est 4 fois plus. Puis, c'est ça. Puis un Autochtone, peu importe le sexe, c'est 5 fois plus. Ça fait que, être autochtone, c'est les personnes qui se font plus interpellées par la police. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la mosquée de Québec, puis, tu sais, ce qui s'est passé, puis que le gars rentrait avec un fusil, puis qu'il a malheureusement tué 6 personnes, tu sais. Je sais pas, vous avez entendu l'histoire à Timmins, qu'il y a deux jeunes qui se sont fait tuer par des policiers, puis personne n'a entendu parler de ça. Puis moi, quand j'étais sur Internet, vous chercherez ça un petit peu, là, vous chercherez la police, c'est de l'année dernière, il y a eu une enquête, puis il y a 2 jeunes qui avaient finalement rien fait, qui ont été abattus par la police pour s'être un peu sauvés de la police. Là. Ils ont été interpellés, puis ils sont sauvés, puis les policiers ont décidé... Ça fait qu'on ferme un peu les yeux là-dessus. Puis là, je parle des Autochtones, mais en même temps, l'histoire des têtes de cochons devant les mosquées là, à Montréal, souvenez-vous de ça? Là, c'est un acte. Hey, c'est fou, là, c'est très raciste. Les synagogues qui ont été vandalisées, tout ça, c'est que souvent, on met le couvercle sur le feu, puis on laisse ça, puis là, on fait comme on attend que ça s'éteigne. Puis souvent, ça s'éteint. Mais tu sais, j'ai pas l'impression qu'on est si net que ça. On a peut-être juste pas gratté le bobo à bonne place, ou on l'a pas encore regardé tant que ça. Puis, tu sais, il y a eu l'histoire du petit Vino Eleva, là, tu sais, il y a quelques années, qu'il y avait eu des émeutes à Montréal, le petit gars qui avait été tué, tu sais. Ça arrive encore. Puis, tu sais, là, on le voit présentement, tu sais, là, c'est très, très, très actuel. Là, on parle des immigrants de Montréal-Nord qui ont travaillé dans les CHSLD, qui ont contaminé les autres. Tu sais, ça démontre qu'il y a une problématique. On ne l'a pas encore creusé, on ne l'a pas encore vu. Je pense pas que c'est de l'ampleur des États-Unis. Là, tu sais, je pense pas qu'on soit là. Mais n'empêche, c'est une... Tu sais, souvent, M. Grenier essaie de tirer le positif des choses, puis j'aime ça. C'est vrai que je vais essayer de faire un peu la chose. Là, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit cette grosse histoire-là qui est en train. Mais tu sais, le Canada, on a peut-être aussi une prise de conscience à faire par rapport à une minorité visible. Puis tu sais, souvent, ça part de la personne. C'est nous qui vont voter. Tu sais, c'est nous autres qui partent et qui s'en vont au bulletin de vote. Puis moi, je voyais, tu sais, dernières élections, là, la meute qui faisait de l'intimidation. Je sais pas si vous souvenez de ça, avec les empreintes qu'ils ont mis à terre. Puis tu sais, on n'a pas parlé encore. Il y en a eu à la Sarre. Ben oui, il y en a eu à la Sarre. Il y en a eu à la Sarre en avant du centre local d'emploi. OK, ouais. Oui, non, mais tu sais, c'est ça. C'est comme, tu savais qu'il y a des mouvements racistes en Abitibi, tu sais, puis on n'en parle pas trop. Puis là, je parlais d'élection, j'ai dérapé un petit peu. Ils sont pas racistes, là. Ah non, ils sont pas racistes, tu sais. Pas racistes, mais 3 petits points. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, à la dernière élection, le parti qui a été élu, je vous rappelle, c'est la Coalition Avenir Québec. Et la seule promesse qu'il avait vraiment faite et chiffrée, c'était celle de baisser le nombre d'immigrants puis de régler le problème du chemin Roxham. C'est la seule promesse qu'il avait faite. Tout le reste, c'était des « on verra », puis on joue sur leur popularité, puis ils ont rentré au pouvoir. Tu sais, la seule promesse qu'ils ont faite, c'est ça. Et les Québécois, qu'est-ce qu'on a fait? On a voté sur cette promesse-là. Puis après ça, ça a été l'histoire des symboles des écoles avec les symboles religieux pour les professeurs. Tu sais, ça fait que, mettons, le parti qui a le plus, je pourrais dire, encadré cette histoire-là ou qui s'en est plus interpellé. Nous autres, les Québécois, c'est là-dedans qu'on s'est reconnus puis qu'on a décidé de voter pour. Là, tu sais. Ça fait que je pense que c'est une belle occasion pour faire un beau portrait de soi-même par rapport à la situation. Regardez le nombre. En plus, la CAQ...
La CAQ, François Legault qui a dit en conférence de presse qu'il n'y avait pas de racisme systémique. Ouais, oui, je voulais en parler, ça. C'est comme... Non, mais je me permets juste d'intervenir par rapport à ce que tu dis. Je pense que ça se joue toujours dans je vais le dire comme ça, dans le rapport à l'autre. Hein, c'est toujours l'autre qui, à un moment donné, devient comme le bouc émissaire de tout ce qui t'arrive. Puis, si ce sapristi d'autre-là était pas là ou, excusez l'expression, prenait son trou, ça réglerait tout. C'est quand même une espèce de lecture simplifiée qu'on a comme parfois besoin de se faire. Tantôt, tu parlais je me permets juste une petite parenthèse, du KKK dans les prairies. Il y a une autre province canadienne où le KKK a été très actif et c'est vraiment pas loin de nous autres. Hein. C'est au Nouveau-Brunswick. Et dans les années 20 et 30, le KKK est très structuré au Nouveau-Brunswick dans les communautés anglo-protestantes. Et c'est qui l'autre à qui on veut dénier des droits? Ben, c'est le franco-catholique. Puis moi, je me souviens que ma mère est née au Nouveau-Brunswick et francophone, d'origine acadienne. Et dans la famille de ma mère, il y a une histoire, à un moment donné, quand ma mère était petite, mes grands-parents vont choisir de s'en venir au Québec. Et il y avait le choix entre prendre une terre au Québec ou une terre plus au sud, au Nouveau-Brunswick, dans une région anglophone. Et la grande hantise, bon là, c'est sûr, vous allez peut-être dire, c'est la peur de l'autre reviré, là, dans le cas de ma famille, du côté de ma mère. Mais ma grand-mère se faisait pas à l'idée de penser que eux, Canadiens, Français, catholiques, là, je vais le dire comme ça, allaient s'assimiler dans une communauté anglo-protestante. Puis il y avait une crainte par rapport à ça. Puis quand j'ai appris l'histoire du KKK au Nouveau-Brunswick, je me disais, à quelque part, je pense que mes grands-parents, ils devaient être marqués par ça. Ils savaient ça. Alors donc, toute cette tension-là, ce rapport-là à l'autre qui pose problème, il se manifeste de toutes sortes de façons. On a vu au début de la crise avec les Asiatiques, puis je me demande jusqu'à quel point c'est réglé cette histoire-là de dire c'est les Asiatiques qui ont apporté ça, le virus chinois. Trump en parle moins du virus chinois, là, mais ça a été ça. Ça a été l'autre qui a apporté ça ici. Ça a été fait dans des laboratoires. Puis là, les fameuses thèses conspirationnistes qui reviennent souvent, c'est l'autre encore, là. Ah, puis là, il y a des gens qui partagent des trucs, là, tu sais, on va voir, mettons, un Asiatique manger quelque chose d'étrange, puis là, ça décolle en dessous, c'était là, puis c'était ici, nanana. Fait comme Agile dit, on a le rapport à l'autre, là, difficile des fois. Puis j'ai l'impression que ça s'en va pas en s'améliorant. Là, ce qui est différent, François, aussi, c'est qu'on est dans l'ère des réseaux sociaux. Puis c'est très facile de mettre au jour tes propres haines cachées en arrière de ton clavier. Les gens se gardaient peut-être une petite gêne, puis on a l'impression présentement que ça ne s'améliore pas parce que le monde est comme plus honnête. Fait que c'est peut-être la même chose, mais là, on s'en rend compte. C'est vrai, c'est là. Puis on le voit beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Énormément de ce qu'on appelle les trollers puis les haters. Et les Trumpers qui tweetent et qui essayent d'émettre des opinions, mais c'est toujours caché derrière un écran. Mais là, c'est très facile d'être courageux ou d'être pas courageux dans un cas comme celui-là, à mon avis. Là, mais je trouve qu'on est dans une belle période pour faire des constats sociaux parce qu'effectivement, les réseaux sociaux vont nous permettre de voir un peu le pouls de la population en général et à travers le monde. Ce qu'on voit aux États-Unis, on s'en rendrait peut-être pas compte si on vivait des années 60. Tu sais, j'ai l'impression aussi qu'en 2020, un raciste qui, normalement, subirait une espèce de pression sociale ou il se ferait lui-même un peu... il fermerait sa gueule, finalement, parce qu'il aurait l'impression de se faire juger, tout ça. Là, grâce aux médias sociaux pour lui, mais à cause des médias sociaux pour nous autres, il est capable d'en voir d'autres qui disent un peu ce que lui pense secrètement, puis qui n'osent pas dire aux gens autour de lui, peut-être, mais là, sur Internet, tout à coup, il trouve sa gang aussi. On dirait qu'il a accès à d'autres mondes qui vont peut-être rajouter de l'huile sur son petit feu à lui. Là, il y a un public, c'est sûr. Pas juste non
c'est pas juste qu'ils se sentent à l'aise de le faire. Il y a des radios qui poussent ce discours-là. On a parlé un petit peu de la meute tantôt. Là. J'ai eu à intervenir, moi, avec des jeunes à l'école qui défendaient un petit peu ces discours-là. Puis je le savais, qui ne pensaient pas vraiment, mais des fois, c'est des gens qui ont l'impression, genre, de voir la vérité, puis de te défendre, puis moi, je vais te défendre toi, puis là, ils te sortent des trucs. Souvent, c'est basé sur du vent aussi, puis mais c'est facile de rentrer dans ce discours-là, un petit peu, j'ai pas la réponse, là, mais l'inaction des gens aussi. Tantôt, M. Plamondon, là, il disait que ton ami qui voyait, si elle voyait un acte raciste dans le métro, ben il y a quelqu'un qui le défendait. Je pense que c'était peut-être un petit peu par là que le salut va passer, là, parce que on va voir des fois des choses décoller là-dessus, puis c'est extrêmement populaire. Je ne veux pas parler en gemme, mais c'est un petit peu de l'appui populaire qui est quantifiable puis qui est visible. Puis il y a des trucs là, qui n'ont pas d'allure, là, qui circulent énormément, puis qui ont beaucoup, beaucoup d'appui. Puis les gens qui se lèvent pour donner réponse à ça, souvent, ils se font ramasser ou c'est pas facile pour eux autres. Là. Je trouve que... Puis je pense qu'on est une grosse majorité de gens à raisonner dans ce sens-là, mais souvent, on n'ose comme pas non plus s'imposer puis appuyer ces gens-là qui défendent. Je ne sais pas si mon propos est clair. Là. Je trouve que je m'égare un peu. Là. Mais... Moi, j'ai rien compris, François. Mais ça m'arrive souvent. Kylian, tu couperas ça au montage. Mais je pense que, dans le fond, ce que je veux dire, là, en gros, c'est que je pense que c'est à nous, c'est à nous de ne plus accepter ça. Je pense qu'on peut plus. Il y avait un texte de Stéphane Laporte qui circulait cette semaine, là, puis il disait on peut plus se tolérer, on peut plus se contenter, je veux dire, de juste pas être raciste, puis de se dire je me claire du jeu, puis moi je suis correct parce que je participe pas à cette haine-là, puis je me retire, puis je dis rien. Je pense qu'on peut plus faire ça. Il faut aller un petit peu plus loin, puis il faut dénoncer ça le plus possible. Je sais pas si tu le savais, François, mais tu viens de nous donner une super occasion de passer à notre troisième invité, François Michel. Mettons que je suis un citoyen du Québec, je marche sur la rue, puis je vois une intervention policière, puis je trouve pas ça correct ce qui se passe, mettons. Tu sais, mettons là, que moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu risqué pour moi? Jusqu'où je peux aller? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais? Peux-tu faire une arrestation civile? Ça existe-tu, ça? Oui. Une affaire de même? Arrestation civile. Une arrestation civile, écoutez, il faut comprendre aussi que on parle du Québec, mais le Canada au complet a le même code criminel. Là. C'est le code qu'on a pris des Anglais et qu'on a gardé le civil de l'histoire française pour le Québec. Oui, pour répondre à ta question, une arrestation civile, c'est possible. Un citoyen peut, quand il y a un crime et qu'il est témoin d'un crime, procéder lui-même à une arrestation et détenir une personne jusqu'à l'intervention des policiers. Évidemment, c'est encadré de toutes sortes de manières. Il faut faire extrêmement attention, mais on peut même à un certain niveau utiliser une force raisonnable. Puis quand je veux dire une force raisonnable, évidemment, on ne fait pas ce que les policiers ont fait aux États-Unis. Non. Bon. Mais oui, un citoyen. Mais là, si tu me poses la question, est-ce qu'un citoyen peut intervenir dans une situation comme les policiers? Intervention policière. L'intervention, ça, c'est plus touché pas mal. Parce que là, il faut que tu comprennes aussi que les policiers ont des pouvoirs différents. Les policiers, c'est une force de l'ordre, sont créés pour protéger, servir initialement, protéger la loi, protéger les citoyens, mais tu comprends aussi qu'ils ont un certain pouvoir. Mais je ne pense pas, et je pense que c'est permis au Québec, au Canada, d'intervenir de façon pacifique envers une intervention policière. Vous avez toujours le droit de filmer les policiers quand ils font une intervention. On voit ça beaucoup actuellement sur les médias sociaux. On a le droit de filmer. Oui, c'est tout à fait légal. Tu peux pas dire, OK, ferme ton téléphone ou je vais t'arrêter ou on n'a pas la même. Non, on a le droit de filmer. Ce qu'on a le droit, en fait, on a le droit d'agir en citoyen selon nos droits fondamentaux. OK? Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, par exemple, s'il y a une intervention policière que vous jugez pas correcte, vous allez prendre un risque si vous essayez d'intervenir physiquement.
parce que là, ça peut devenir un voie de fait sur un agent de la paix. Évidemment, il y a peut-être des moyens de défense qui peuvent être utilisés pour utiliser justement la légitime défense, qui est une façon de se défendre quand on commet un acte violent ou physique envers une autre personne. Mais c'est extrêmement difficile et vous allez avoir une bonne pente vous allez être arrêté, c'est sûr, si vous faites ça. Est-ce que, par exemple, si on prend le cas des policiers américains, quelqu'un avait décidé de pousser le policier qui était sur le coup de l'autre, aurait pu faire probablement l'objet d'une arrestation et d'une accusation pour voie de fait sur un agent de la paix. Parce que voie de fait sur l'agent de la paix est une infraction spécifique. C'est pas juste un voie de fait, c'est un voie de fait sur un agent de la paix. Entraver un agent de la paix dans ses fonctions, c'est une infraction spécifique. Fait qu'ils sont quand même protégés, OK? Puis c'est correct, c'est normal qu'ils soient protégés. Ils sont pas supposés de commettre des actes illégaux. Puis ça, les gens ne comprennent pas non plus souvent. Les policiers sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes lois que les autres citoyens. Donc, un policier ne peut pas décider de commettre une infraction parce que c'est un policier puis un badge. OK? C'est sûr qu'ils ont des pouvoirs un peu supplémentaires. Ils ont le droit de porter les armes, ils ont le droit de s'en servir, mais c'est des cas extrêmes, c'est des cas de légitime défense, en fait, aussi utiliser une arme pour un policier. Fait que c'est pas des situations fréquentes, mais effectivement, je pense que la meilleure solution, si une intervention devient abusive de la part d'agents de la paix et qu'on voit que quelqu'un est en danger, c'est d'intervenir de façon le plus pacifique possible. Mm-hmm. Mais on peut manifester, on peut dire aux policiers, arrête, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens ce que tu fais. On peut les filmer. Il y a des... Mais effectivement, si on intervient physiquement, on risque de se retrouver nous-mêmes dans le problème. Mais des fois, ça vaut la peine. Je veux dire, aux États-Unis, ça aurait peut-être valu la peine. Oui, on comprend aussi les gens. Et on lit beaucoup. Peur, j'imagine, tu te dis, je ne peux pas me ramasser comme lui là. Fait que... c'est des personnes en autorité. Là. C'est sûr qu'on ne parle pas on parle pas d'un chauffeur de taxi. Là. C'est pas comme si c'était un cas dans l'histoire des États-Unis. Il y a des histoires de même, pas aussi dramatiques, on s'entend, mais il y a des histoires terribles à chaque semaine qu'on voit dans plein de villes. Mm-hmm. Pas juste dans une ville. C'est pas un cas particulier. T'sais. Écoute, moi, c'est sûr, je peux te parler ce qu'on a ici au Canada. Je peux pas vraiment te parler de la façon que les lois sont faites aux États-Unis. Là. Mais c'est sûr que les Américains aussi n'oublient pas qu'ils sont 300 millions. Ouais. Nous autres, on est 30 quelques millions au Canada. 35. Là. 35, là. C'est 10 fois moins. C'est sûr qu'aussi en termes de quantité, il y a ça. Mais il y a une autre chose que Michael parlait tantôt qui est intéressant, c'est aussi les niveaux, c'était pas Michael, les filets sociaux, c'est François-Sébastien. C'est vrai qu'au Canada, il y a des choses différentes. Ouais. C'est la pauvreté va beaucoup engendrer la criminalité, puis ça, on s'en rend compte beaucoup au Canada. Donc, les milieux pauvres, c'est les milieux généralement criminalisés. Et les milieux pauvres, c'est les milieux qui n'ont pas accès à l'éducation, beaucoup, qui sont stigmatisés. Puis je vais prendre le cas des communautés autochtones dans le Nord. Là, c'est flagrant quand même de voir le taux de criminalité. Gaël en parlait tantôt. Le taux de criminalité dans les communautés autochtones, c'est effrayant. Là. Écoute, il y a des jugements de la Cour suprême et il y a des rapports qui ont été rendus, puis je ne parle pas de la commission Vien, mais je parle de la règle Ladue, qui donne des enlignements sur comment traiter les peines pour les gens issus de communautés autochtones, parce qu'on ne peut pas les traiter de la même manière qu'on traite, par exemple, un citoyen blanc, juste sur le fait que son background n'est pas le même. Puis que la représentation du taux je m'exprime mal, là, mais le nombre de personnes de communautés autochtones dans les prisons est tellement disproportionné par rapport aux autres groupes ethniques de la population canadienne que c'est un problème. Puis c'est tellement un problème qu'il faut l'adresser. Puis là, il faut trouver d'autres solutions. Puis les autres solutions qu'on est en train de se trouver, c'est au lieu de les envoyer en prison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va essayer de chercher pour ces gens-là des moyens communautaires d'infliger des peines. Donc, travaux communautaires, réhabilitation, éducation.
Parce que souvent, ce n'est pas des crimes nécessairement majeurs, mais ils sont envoyés en détention, mais ils n'ont pas d'argent nécessairement pour avoir des avocats. Le système d'aide juridique est à bout de souffle. On voit ça dans des films aussi. Il peut y avoir une espèce d'effet d'escalade aussi, de se ramasser en prison puis de se faire un réseau. Absolument. Une fois que tu es en détention, là, c'est beaucoup plus difficile de te remettre dans un cercle productif pour la société parce que tu vas être stigmatisé beaucoup. Les employeurs ne voudront pas nécessairement t'engager. Tes antécédents judiciaires, ça pèse énormément là, sur les gens. Fait que c'est sûr que ces gens-là vont avoir beaucoup plus de misère à se réintégrer dans la société. Puis c'est pas des gens qui ont eu beaucoup, généralement, accès à l'éducation. Fait que c'est des jobs. Je ne veux pas avoir l'air condescendant ou quoi que ce soit, mais c'est pas des gens qui ont été souvent à l'université. Puis ça se voit aux États-Unis avec les communautés noires, ça se voit avec les communautés autochtones au Canada. C'est beaucoup plus. C'est plus difficile pour eux autres d'intégrer la société. Et encore pire, une fois qu'ils ont été criminalisés. Donc, c'est très difficile, là. C'est clair. Donc, c'est sûr que, par exemple, au Canada, je ne sais toujours pas aux États-Unis, mais au Canada, depuis 1982, on a la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne des droits et libertés. Ça nous empêche, face à la loi et face au gouvernement, d'être discriminés de quelque manière que ce soit. OK? Fait que théoriquement, et je vais le dire comme ça, tous les citoyens canadiens sont égaux et sont traités de la même manière. Mais comme je vous dis, théoriquement et pratiquement, c'est pas toujours la même chose. Et c'est ce qui est constaté, entre autres, dans la règle ADU pour les communautés autochtones, c'est que on démontre quand même une grosse proportion de traitement entre, je vais le dire, je m'excuse, les Blancs et les Autochtones. Et c'est un gros problème dans une société libre et démocratique comme la nôtre, alors qu'on se vante d'être un des pays les plus civilisés et les plus avancés sur les droits humains du monde. Et c'est vrai, là. C'est vrai qu'on l'est. Mais il y a d'énormes problèmes qui ne sont pas réglés encore. Et malheureusement, je pense qu'on est encore pire que les États-Unis là-dessus parce que présentement, ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive systématiquement. Il y a beaucoup de manifestations quand il y a des cas de racisme importants qui arrivent. On ne voit pas ça beaucoup au Canada pour les communautés autochtones. Il y a pas j'ai pas vu, je me rappelle pas beaucoup de manifestations qui ne sont pas organisées par les communautés en tant que telles, mais que les citoyens en général vont dans les rues pour les défendre. On voit pas ça, là. On voit pas ça ici, là. Non. Fait que ça, on a un gros problème là-dessus. Pas pour rien que Desjardins, il les a appelés le peuple invisible. Là. Absolument. Il met le doigt direct dessus. Là. C'est des gens qui... Puis, tu sais, même nous, là, en Abitibi, tu sais, on a l'opportunité de côtoyer ces gens-là. Puis, en général, on le fait pas. Non. Mais il y a des réserves en Abitibi, là. Il y a Picogan, il y a le Lac-Simon, c'est des communautés. Picogan, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, mais Lac-Simon, c'est très fermé sur... Je pense que la proximité de Picogan avec la ville autour, ça a peut-être été un facteur positif, peut-être, du camp. Ben, probablement. Écoute, je suis pas un expert en matière autochtone non plus, puis je suis peut-être un des seuls avocats en Abitibi qui n'a jamais eu de client non plus autochtone. Mais en Abitibi-Ouest, on a quand même moins de... Oui, on n'a pas de communauté affichée. Il y a des citoyens, là, évidemment. Là. Ouais. Peut-être qu'on est chanceux que ces gens-là ne sont pas criminalisés non plus. Tant mieux. C'est pas une... Je le souhaite vraiment pas de tomber dans ce pattern-là. Là. Mais... pas de se ramasser dans ton bureau, finalement. Ben non, effectivement, je le souhaite pas à personne. Là. Moi, généralement, si tu viens me voir, c'est parce que c'est un gros problème. Là. C'est pas parce que ça va bien. Là. Mais ouais, effectivement, mais ce que tu dis, Picogan peut-être a eu une certaine chance que peut-être une communauté comme Lac-Simon n'a pas. Là. Je sais pas. Moi, je sais pas les contextes qui font. Moi, j'ai fait une petite parenthèse, là, mais j'ai fait un échange culturel avec Picogan. Moi, il y a peut-être 5 ou 6 ans, là, il y avait eu... il y avait eu une fille de Picogan, là, des joueurs de tambour qui étaient venus faire
dans le parc aux côtés du Carrefour Jeunesse Emploi. C'était comme un échange culturel, puis qui était venu faire des danses traditionnelles puis des tambours. Puis moi, en échange, j'avais été à Picogan faire un genre d'exposé sur la musique traditionnelle là, francophone, québécoise. Là. Fait qu'on s'échangeait un petit peu. Puis c'était vraiment cool. Puis quand je me le fais proposer, j'étais réticent. J'avais peur un peu. J'ai pas honte de le dire. Là. Moi aussi, puis j'ai vraiment tripé à aller là-bas. Là. C'est vraiment une communauté fière. Il y avait des genres de cours de cuisine traditionnels. Ils nous ont montré comment faire de la bannique. On a mangé des genres de ragoût d'orignal. Ils enseignent leur langue à l'école aussi. C'est vraiment un beau coin. Puis eux autres, ils demandent juste ça, qu'on aille les visiter. Là. Il y a des powwows aussi à tous les débuts juin. Là. D'habitude, c'est pas mal dans cette fin de semaine-ci. Ça a l'air que c'est vraiment bien, là, le powwow à Picogan. C'est vraiment cool. Puis je pense que c'est une belle place là, pour un premier pas, là, pour si jamais il y en a qui nous écoutent et qui ont de l'intérêt. Là. Ben oui. Moi, je trouve que tu trouves une belle porte. Là. Tu sais, je pense que si on veut avoir un impact sur le futur puis améliorer les choses, tantôt, Gilles parlait de la relation qu'on a avec l'autre. Ben, il faut être capable de favoriser les rencontres avec l'autre. Tu sais. Puis ça me fascine comment, depuis des années, on organise des échanges culturels avec nos jeunes dans plein de pays à travers la planète. Puis on va pas voir nos voisins du Nord. Là. On va pas voir nos voisins non plus de l'Ontario, là, mais tu sais, on dirait que nos voisins immédiats là, qui ont une culture différente, une langue différente. La seule fois qu'on les croise, c'est au tournoi de hockey. On joue contre, puis on ne leur parle pas. Puis, tu sais. Puis on connaît pratiquement rien d'eux autres aussi. Là, j'ai appris moi récemment qu'il y avait comme 11 nations, 11 nations là, autochtones au Canada avec chacun de leurs différences culturelles, puis leur langue, puis tout. Puis nous autres, on voit ça comme un gros bloc là, qu'on appelle les Premières Nations. Puis c'est tout. On ne connaît même pas les différences. On connaît pas grand-chose de leur culture. Il y a des langues qui meurent dans l'indifférence totale. Mais on va s'intéresser à un article. De toute façon, on va apprendre le Klingon. Là, hein? Ouais. Après ça, on va apprendre le Klingon. Là, mais ce qui est dommage, c'est que face à la loi, on est tous des citoyens égaux. Mais pratiquement, dans les faits, dans la pratique, c'est pas le cas. Puis c'est ça qui est vraiment, vraiment dommage. C'est pour ça que ces communautés-là, souvent, ont leur propre police parce que ça prend du monde de leur milieu pour connaître leur réalité, pour comprendre ce qui se passe là-bas, effectivement. Parce que la loi s'applique pareil. Tu n'as pas le droit de tuer personne. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, pas plus à Picogan qu'à la Sarre. Puis tu sais, ça, il n'y a pas d'excuses à ça, là, généralement, mais il y a des contextes sur différents types de crimes qui peuvent être expliqués. Par exemple, les crimes à caractère sexuel, il y a certains profils qui sont engendrés dans l'éducation. Donc, ça va vraiment loin en arrière. Tu ne peux pas juste décider que, toi, tu as commis un crime à caractère sexuel. Oui, il faut qu'on te punisse, mais ça vient de où pour qu'on puisse arrêter la chaîne? Pour pas que ça continue. De la rééducation, tu as parlé tantôt de rééducation, c'est quelque chose d'important. C'est un des principes de base dans le droit criminel en détermination de la peine. OK? La détermination de la peine, c'est pas juste at large de même, puis on se dit, OK, toi, 2 ans, puis toi, tu vas faire des travaux communautaires, puis il y a vraiment des règles encadrées là-dedans. Puis des règles, c'est la dénonciation du public face au crime, donc dissuader les autres de commettre un crime semblable, dissuader le délinquant. Donc, une personne qui commet un crime, il faut que je te shake assez pour que tu ne recommences pas. Rééducation, réhabilitation. OK? La punition n'est pas un critère en tant que tel dans la détermination de la peine. Là, vous allez me dire, là, ça n'a pas d'allure parce qu'on va mettre quelqu'un en prison pour des années alors qu'il a commis un crime. Ces critères-là s'appliquent, là, OK? Je veux dire, quand tu as tué quelqu'un, la proportion du mal que tu as fait et la dénonciation du public, et c'est tellement grave qu'on n'a pas le choix. Là, le tireur fou de la mosquée de Québec a pogné prison à vie et sans possibilité de sortir avant 45 ans. C'est une dénonciation claire. Okay? C'est un crime haineux et on l'a dénoncé de façon très claire et sévère au Canada
Le monde voit très bien que si tu commets ça, tu ne sortiras jamais de ta vie. Là. Puis quand on dit sans possibilité de sortir, là, c'est pas 45 ans, il est dehors. Là. C'est dans 45 ans, il va demander à pouvoir. C'est vrai, ça, mais ça me semble qu'on a l'impression qu'au bout de 5 ans, ils font comme la prison est trop pleine, on va te laisser sortir. Ça dépend parce que la plupart des détenus ont le droit à une libération conditionnelle d'avance, OK? Généralement 2/3. Des fois, là, 1/6, quand ils rentrent en maison fermée, ce qu'on appelle une maison de transition ou en thérapie fermée. Okay? Les gens avec des problèmes de drogue, souvent, on est capable de les sortir de la prison pour les envoyer dans des programmes spéciaux parce qu'ils sont mieux de se faire traiter, soigner, que de rester en détention. Okay? Ça n'amène pas de bien, là. Fait que t'es mieux de les envoyer dans des programmes. Mais quelqu'un comme cette personne-là, il n'y a pas de réhabilitation réelle là, possible par rapport à ça. Okay? Le mal est fait, là. Et là, c'est la dénonciation au public qui est importante rendue là, je pense. Et quand on dit sans possibilité de libération conditionnelle avant 45 ans, c'est que dans 45 ans, s'il est encore en vie, il va pouvoir demander que son dossier soit évalué pour pouvoir être mis en liberté. C'est un comité de libération conditionnelle qui va statuer à savoir est-ce qu'on le remet en liberté ou pas. N'oubliez pas que Charles Manson. C'est un danger pour la population. Maintenant. Absolument. Puis est-ce que la population va avoir confiance au système de justice si on le remet en liberté? Ça aussi, c'est un critère. Okay. Ça aussi, c'est important. Puis je vais prendre encore un parallèle avec les États-Unis. Charles Manson a fait de je ne sais pas combien de demandes de libération conditionnelle qui ont toujours été refusées. C'est un peu un parallèle similaire qu'on peut faire. Il avait le droit depuis, je pense, 96 d'être remis en liberté. Il n'est jamais sorti de prison. OK? Fait que ça ne serait pas étonnant que ce jeune homme-là ne revoie jamais la liberté. Là. OK? Ça ne serait vraiment pas étonnant. Là. Parce que ça va devenir un peu une icône, tu sais, il devient une icône de la haine un peu. Un exemple de haine, puis je pense que tu sais, son crime a assez marqué l'imaginaire que probablement que dans 45 ans, ça va se parler encore. Ben, c'est un des crimes les plus, je pense, haineux des dernières décennies, ça, puis le crime de famille, le père musulman qui avait tué ses filles là, pour le crime d'honneur. Là, le crime d'honneur. Ça et tout était un des crimes qui étaient les plus marqués. Quand c'est de la haine, c'est encore pire de tuer quelqu'un. Tu sais, tuer quelqu'un, là, tu peux pas faire pire que ça. Là. Mais tuer des gens dans un lieu de culte en visant systématiquement une communauté, ce qu'on appelle un crime en plus, qu'on appelle un crime haineux, et ça top tout. Là. Il n'y a rien de pire que ça. Là. Absolument pas. Là. Sais-tu si c'est dans les plus grosses peines de prison qu'il y a eu au Québec ou au Canada? Oui, c'est dans les plus grosses. Magnotta, là, lui, là, il y a eu quoi, mettons, en comparaison? Je ne suis pas certain ce qu'il y a eu, Magnotta. Okay. Y a-tu vie avec 25 ans? Je ne suis pas certain. Ça fait un petit bout, je l'ai oublié, je l'avais regardé. C'est bizarre, ça, pour quelqu'un qui n'est pas dans le système, qui ne connaît pas ça, là, tu sais. Vie plus 25 ans, c'est comme il va être mort puis ils vont le garder 25 ans après. Là. Non, c'est vie, 25, libération. OK? C'est à vie. Un meurtre, là, t'es à vie. Tu pars à vie. Et tu as la possibilité d'être libéré conditionnellement après une période X. 25 devrait dire à l'envers. Il devrait dire de 25 à vie. Ouais, mais en fait, c'est parce que non. C'est que quand tu es libéré de façon conditionnelle, tu es en condition toute ta vie. OK, t'es encore considéré purger une peine de prison. Okay. Fait que d'une manière ou d'une autre, il va purger sa peine jusqu'à la fin de sa vie. C'est juste qu'il va être remis en liberté avec des conditions. Par exemple, les conditions... Non, mais une condition, c'est, entre autres, ne pas refaire un crime. Il vole un dépanneur après, il retourne en dedans direct. Là. Tu sais, il y a une couple d'années, on n'avait pas le droit il fallait avertir la police si on était plus de 25 personnes ou on n'a pas le droit de porter de masque. Tout ça avec il fallait donner une destination aussi. Il fallait donner le parcours. Il fallait comme faire approuver notre itinéraire avant. Tout ça. Est-ce que c'est encore pertinent? Puis avec l'histoire des masques aussi, là, avec la COVID, ça vient-tu fucker à patente? Puis, la liberté de rassemblement, la liberté d'association, là, donc de manifestation, c'est garanti à l'article 2 de la Charte canadienne des droits. OK? Direct au début. Tu as le droit de parole, tu as le droit de liberté, tu as le droit de conscience et tu as le droit de manifester, donc tu as le droit de rassemblement.
La question de est-ce qu'on pouvait interdire ou exiger, par exemple, d'avoir des itinéraires et exiger de ne pas avoir de port de masque, là, on est rendu dans une question de sécurité publique. OK? Donc, au Canada, on a la loi suprême qui est la Constitution. Donc, la Charte canadienne des lois, c'est une loi qu'on appelle constitutionnelle, est intégrée dans la Constitution. OK? La Constitution date de 1867, la Charte canadienne de 1982. Il y a un gap entre les deux, là. Et cette loi-là vient faire que toutes les autres lois doivent respecter ces principes-là. Le problème aussi, c'est que c'est pas en pratique faisable de toujours respecter la Constitution parce que ça donnerait tellement de liberté qu'on ne pourrait pas contraindre à rien. Par exemple, tout le monde a le droit à la liberté, mais si je t'envoie en prison, tu n'en as plus de liberté. Là. OK? Donc, il y a la possibilité de contrevenir à la Charte canadienne si on fait l'exercice de vérifier si cette contravention-là est justifiée dans une société libre et démocratique. Donc, apporte plus de bénéfices que de contraintes. OK? En gros, là, si je peux m'exprimer de même. Là, les questions du port des masques et des itinéraires, ça, c'était des règlements municipaux, si je ne me trompe pas, de la Ville de Montréal puis de la Ville de Québec. Là. OK? C'était pas une loi provinciale en tant que telle. Écoute, sous toute réserve, là, mais je sais que c'était des règlements municipaux. Là, c'était une question de sécurité publique et de contrôle. Mais il y a eu des débordements parce qu'il y a des manifestations qui ont été non autorisées pour des vices de procédure. Et là, ça rentrait, ça brimait les droits fondamentaux des gens. Mm-hmm. Mais moi, si on dit aux gens, tu vas me donner ton itinéraire, que je puisse faire des barrages, puis permettre aux gens de rediriger à cette direction, ça ne t'empêche pas de manifester. Là. Okay? Ouais. Ça ne t'empêche pas de manifester. Là, l'autre chose, c'est que présentement, manifester, ton droit fondamental de manifester, contrevient à la situation d'urgence de la sécurité publique. Là. 2 mètres, là, j'ai pas vu ça souvent, moi, des gens à 2 mètres faire une manifestation. Là. Ça pourrait se faire. Avec, ce qui s'est passé à Montréal cette semaine, au début de la semaine ou en fin de semaine, il y a eu une manifestation à Montréal. Oui, je sais, mais j'ai pas vu d'image là-dessus. Là. Moi, l'image... J'ai vu les gars qui brisaient les... qui passaient avec des guitares de chez Steve Music, là, mais j'ai pas vu d'autre chose que ça. Ça, c'est l'autre chose. C'est que, malheureusement, c'est pas parce que tu manifestes que tu as le droit de briser des vitrines. Ça, c'est toujours illégal. Là. Fait que les gens qui sont allés voler chez Steve, là, qui sont partis avec des guitares, c'est du vol. C'est carrément du vol, puis il n'y aura pas de moyen de défense pour dire, là, je pensais que c'était légal, je te donne une manifestation. C'est sûr que ça ne marchera pas, là. Est-ce que mettons, les gens qui participent à la manifestation pourraient faire une arrestation citoyenne par rapport à quelqu'un qui veut... Moi, je reviens encore à mon histoire de tout à l'heure. Moi, je rêve d'arrêter quelqu'un un jour. Tu sais, la réponse est oui, absolument. Okay. Absolument. Bon, François, moi et toi, on se prépare. Prochaine manifestation, on va surveiller Steve Music. Hein? Ça, je suis d'accord de faire une vigile pour protéger le Steve Music, parce que moi et François, on comprend l'importance de moi, j'adore les guitares aussi. Hein? J'adore les instruments de musique aussi. Même si je connais juste 3 accords, là, mais... Moi, mon autorité là, est juste assez correcte pour des enfants de 5 ans puis de 3 ans. Je suis pas sûr qu'une gang de gars... J'ai vu une vidéo, là, il y en a des centaines de vidéos, là. Si vous regardez ça sur Twitter, c'est hallucinant, là, mais il y a je pense que c'est un REI, c'est comme un Mountain Equipment Co-op aux États-Unis, là. C'est une coopérative de plein air. Puis il y a des casseurs qui veulent briser les portes puis aller voler du stock dedans. Puis il y a une femme toute petite qui se place devant la porte puis qui a dit « Vous passerez pas », tu sais. Fait que là, il donne des coups de marteau à côté d'elle, mais elle se tasse pour essayer de bloquer le marteau, tu sais. Puis finalement, arrive un gars imposant qui crie « Je porte un arme, je porte un arme, je porte un arme », tu sais, « I'm carrying », quelque chose comme ça. Puis là, lui, il se place à côté de la fille. Tout à coup, les vandales décident qu'ils vont aller des affaires ailleurs, tu sais. C'est quand même assez... je trouve que là, en 2 minutes, je viens de comprendre beaucoup d'affaires sur les États-Unis. Tu sais. Du beau et du moins beau. Là, mais...
Mais mettons, là, moi, là, tu m'as surpris, Sébastien, avec ton arrestation citoyenne. Là. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Mais c'est pas, c'est pas ça qui motiverait, dans le fond, le monde à se faire des milices de. Tu sais, on voit ça, là, des fois, il y a du monde qui se starte des milices. Là. Puis j'ai entendu dire qu'il y en avait une il n'y a pas tellement longtemps. Là, il y avait encore une milice à quelque part, la citoyenne. Là, oui? Oh oui, ben, il y a des groupes qui se sont déjà créés de vigilance, là, si on peut dire comme ça, mais d'habitude, ils n'interviennent pas. Ils surveillent, ils dénoncent, c'est ça. Ils appellent la police puis des choses comme ça. Mais tu sais, moi, j'ai déjà eu un cas, mettons, là. Je ne vais pas nommer de nom, là, évidemment, mais il a été suivi par une autre personne pendant plusieurs kilomètres. Et quand il est débarqué, tu sais, c'est un cas de faculté affaiblie, puis là, il l'a suivi, puis il est débarqué, il disait, l'autre, il a débarqué, puis il a dit, arrête, je t'arrête, là, tu t'en vas pas, là. Puis il l'a surveillé jusqu'à temps que la police arrive. C'est une forme d'arrestation citoyenne, là. Il s'en est mêlé, là. Fait que ça, oui, c'est tout à fait possible. C'est même, je te dis, ça peut même aller plus loin que ça, là. Si tu vois quelqu'un qui est en train de commettre un crime devant toi. Quelqu'un qui s'attaque à quelqu'un d'autre, par exemple. Tu peux t'intervenir physiquement et utiliser une force raisonnable. On va l'immobiliser, puis on va appeler la police, puis la police va venir le ramasser. Oui, puis tu as même le droit de le détenir. Et, est-ce qu'on est obligé, à quelque part aussi, d'être un bon samaritain, puis tu peux-tu... T'as un devoir d'assistance. T'as un devoir d'assistance envers les autres jusqu'à une certaine limite du genre mets-toi pas en danger. Oh, ouais. OK, l'exemple, tu vois un gang ou attaquer quelqu'un à Montréal, puis si t'interviens, ils vont te tuer. T'as pas ce devoir-là. Mais en même temps, si tu vois quelqu'un qui est en train de faire une crise cardiaque dans la rue ou quelque chose comme ça, puis tu passes ton chemin, oui, tu pourrais être accusé là, à ce niveau-là. Tu as l'obligation, tout citoyen a l'obligation de porter assistance à d'autres. Puis c'est encore pire avec les médecins, puis les gens avec des compétences X, là. Mais effectivement, là, on a une certaine obligation un envers l'autre. Puis assistance, ça peut être un coup de téléphone au 911. Ben oui. Oui, absolument. Là, je veux dire, la bouche à bouche, si quelqu'un... non, puis même la bouche à bouche, c'est un peu controversé des fois à cause des... Bon, c'est pas les maladies pis ci pis ça, là. Mais effectivement, n'importe quelle assistance pour essayer d'aider quelqu'un. Tu vois quelqu'un se faire tabasser, t'appelles la police, t'as comme rencontré ton devoir d'aider cette personne-là. C'est de te fermer les yeux puis de t'en aller. C'est là que ça pourrait être problématique, là, effectivement. Je pense que le bouche à bouche, ça se fait plus vraiment non plus. Mon dernier cours de RCR, il n'était plus question de faire de la ventilation, c'est juste faire des compressions en suivant le beat. Staying alive. Ah hey, merci beaucoup, François-Michel. Merci de m'avoir invité. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. Puis j'espère que vous allez accepter de revenir à notre émission, là, Gilles, puis François-Michel. Là, je vous ai trouvé vraiment intéressant. On n'est pas toujours aussi sérieux. Des fois, on parle de niaiseries, puis de sujets plus légers aussi. On est capable, je pense. François me connaît plus, là, il sait. On peut bien cacher notre jeu, puis on peut être en mesure de dire des niaiseries. Il n'y a pas de problème. Oui, hein? Hey, François-Michel, avant de nous quitter, là, j'aimerais ça que tu me parles un peu, parce que tu es aussi un musicien dans un band, puis vous faites beaucoup de shows. Là, le confinement, puis la pandémie, pour vous, ça doit vous rentrer dedans aussi. Les contrats de cet été, ça, c'est tout porté? Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de contrat, pas de partie de Noël en vue. Là. Je n'ai pas entendu. Là. François, il y en a peut-être, là, mais nous autres, on n'a absolument rien. Je vous ai vu faire un montage vidéo. Oui, on s'amuse chacun de notre bord. On se filme nos petites affaires. Il y en a deux. C'est cool. Il y en a deux. Moi, j'en ai vu un. J'ai trouvé ça très bon, vraiment bon. Merci. C'est super, c'est super gentil. Non, mais c'est ça. Nous autres, ce qu'on trouve le plus dur, c'est qu'on ne peut plus jammer à proprement dit. Là. Les musiciens, ça aime ça faire des trips de gang puis de rentrer dans une salle puis de faire jouer fort. Mais là, on ne peut plus faire ça. Fait que, en attendant que ça réouvre, on se trouve d'autres moyens. Mais effectivement, ça, c'est plus dur sur le moral. En plus, là, c'est plate parce qu'on a vraiment un problème de connexion en Abitibi parce qu'on a découvert ça, nous autres, au début du confinement. Ça s'appelle Jam Kazam. Tu iras voir ça, c'est une application. Okay. C'est un genre de réseaux sociaux de musiciens
Ou tu peux te créer des bands, tu peux te créer, mettons, tu peux te promener. Fait que, moi, je pourrais ouvrir une room là, où je dis que mes influences musicales, puis tu parles n'importe qui se connecte là-dessus, puis ton son est plugué. C'est vraiment cool. Pour vrai, avec la vidéo, juste l'audio, puis ça fonctionne pas. On n'a pas assez une bonne connexion Internet. Mais si on était moindrement plus proche des grands centres, là, on pourrait le faire. Là. J'ai des amis, dans le fond, qui le font à Montréal, puis qu'ils se loguent là-dessus, puis à un moment donné, ils vont jouer avec un Australien, un Péruvien, puis un Allemand, tu sais, un Péruvien qui joue des percus, l'Allemand qui joue du piano, puis ils se tapent, puis ils se font des jams là-dessus. Ah, c'est trippant, ça. C'est vraiment cool. Ouais. Finalement, avec ce qu'on est en train de discuter, tout ce temps-là, quand tu joues avec le Péruvien, l'Allemand, tous les autres, ben tu fais le rapprochement. Tu te rapproches. Culturel, puis tu comprends mieux l'autre. Il n'y a pas de racisme en musique, hein? Ben, je pense que tu sais, oui, parce qu'il y a des bands qui sont vraiment. Non, mais je veux dire. Mais que les musiciens on comprend ce que tu veux dire. Ouais. Tu sais, juste avec le hip-hop, tu sais, le hip-hop qui est la musique la plus populaire auprès des jeunes, c'est la planète. Tu sais, c'est issu de la culture, c'est issu même des revendications. Le blues, le soul, le rock and roll, tu sais. Mais c'est toute la musique noire, ça, hein? Le jazz, la même chose, en fait. Dans le fond, la musique, c'est le plus grand cas d'appropriation culturelle de l'histoire. Mais je pense que c'est assez bien accepté parce qu'on crée du beau et on s'en sert pour faire passer des messages. Puis on crée du lien aussi. Ben écoute, petite anecdote musicale, là, si vous me permettez, vous me le couperez au montage si vous voulez. Tu sais, on sait... Le blues est parti des plantations américaines. C'est une musique d'esclaves ou de travailleurs noirs, même si c'était pas esclaves, qui faisaient ça ensemble. Certains artistes dans les années 40 et 50 ont émergé. Bon, Robert Johnson, on les connaît, là. Après ça, Chuck Berry, puis B.B. King, Buddy Guy et tout le kit, mais ça ne pognait pas pantoute aux États-Unis. Okay? C'était pas des vedettes fuck all. Et ça s'est venu aux oreilles de petits bourgeois blancs de Londres et de Liverpool et de Manchester. Uh-huh. Et tu as les Rolling Stones qui sont sortis étant les plus grands fans de blues que la Terre peut pas avoir connus ou à peu près, et qui ont fait découvrir le blues aux Américains alors que le blues vient des États-Unis. Et tu regardes des figures marquantes, là, par exemple, B.B. King, entre autres, Buddy Guy, bon. Et il disait, on remercie tellement les Rolling Stones, puis Eric Clapton, puis Led Zeppelin, parce qu'ils ont ramené notre musique chez nous, puis ils l'ont rendue populaire. Puis nous autres, on fait de l'argent depuis ce temps-là, parce qu'on n'en faisait pas avant. Parce que je pense pas que tu écoutes Elvis là, avec des chansons qui parlent de champs de coton. Je ne suis pas convaincu qu'Elvis a cueilli beaucoup de coton dans sa jeunesse. Non, effectivement. Là, c'est clairement des tunes qui viennent d'ailleurs. Là. Une autre petite anecdote aussi, là, moi, personnelle, j'ai pas eu l'occasion de voyager beaucoup, mais je suis allé à Cuba avec ma blonde, là, il y a une dizaine d'années. Puis... on était dans un resort parce que c'est ce qui était avec nos moyens, mais on n'a pas resté sur le resort. On s'est promené beaucoup là, dans le coin de pays où on était. Puis moi, j'avais emmené mon ukulélé avec ma strap d'harmonica. J'avais toutes mes clés d'harmonica comme une ceinture de balle un peu. Puis j'ai jammé beaucoup, beaucoup avec des gens là-bas. On n'était même pas capable de se parler, tu sais, moi, en espagnol. C'est là que tu te rends compte que tu es bon en anglais, là, quand tu t'en rends quelque part où ça parle juste espagnol. Puis, on se comprenait pas du tout, là, mais j'étais capable d'avoir des super de beaux trips avec des gens. Là, je voyais un gars qui jouait de la guitare, mettons, dans la rue. Ils ont des j'allais dans le même clip. Ils ont des guitares hallucinantes aussi. Tu fais comme, OK, ils ont passé ça avec un char, ils l'ont TV, puis elle sonne terriblement bien pareil. C'est fou. Ce que vous voyez en arrière de moi, là, mettons, là, au côté là, de la peinture, il y a comme une guitare avec un pickguard, puis l'autre, au côté, c'est un 13 cubain. Là. C'est une guitare cubaine là, que j'ai achetée là-bas. Puis j'essaie de... Moi aussi, j'ai fait ça. J'étais allé à Cuba avec mon ukulélé rentré dans une trappe après mon backpack. Tu sais. Puis c'est hallucinant comment juste ça fait que dans l'avion, le monde te regarde et font comme il doit être smart, il y a un ukulélé. Tu sais. Puis là-bas, j'ai joué avec moi aussi, mais tu sais, moi, je suis vraiment pas un musicien comme vous autres, là, tu sais. Mais c'est ça qui. Moi, c'est ça que j'aime dans la musique, c'est de
faire rire le monde. Puis, c'est comme on crée du lien. Il y a une connexion qui se fait. Puis j'ai fait des tunes avec des mariachis cubains puis des musiciens dans le hall d'entrée de l'hôtel. C'est hallucinant quand même. Oui, c'est un beau cool. trip. Là. Il y avait comme un band de resort. Quand on revenait le soir, on allait tout le temps les voir. Je les trouvais vraiment bons. Puis, après, il est passé un petit peu de temps là-bas. J'ai commencé à essayer de leur parler. Au début, je voulais juste savoir comment accorder le 13, mais ils disent même pas. Je pensais qu'il y avait les notes latines, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Mais non, là, j'ai jamais compris comment jaser avec eux autres, savoir comment l'accorder. Mais on est devenus un peu amis. Puis, il y a une soirée, on s'est retrouvés comme en dessous des Palapas, là, sur le bord de la plage. Puis, nous autres, on avait comme juste une guitare. Puis, eux autres, ils me faisaient des chansons, mettons, cubaines. Puis, moi, je leur faisais des chansons québécoises. Du Richard Desjardins avec les yeux fermés, puis ils ne comprenaient rien, mais comme moi, ils trouvaient ça beau, mettons. C'était un super de bel échange. Je suis convaincu qu'eux autres s'en rappellent aussi, puis on ne sait même pas nos noms. Là. Fait que c'est trippant. Dans un auberge de jeunesse, à un moment donné, je rentre, puis la fille qui travaillait à l'auberge, une étudiante australienne, elle avait une petite guitare, puis elle chantait bien, tout ça. C'était très bonne. Là, je me suis dit, hey, je vais t'en faire une, moi. Fait que j'ai dit ça avec mon anglais approximatif. J'ai pogné sa petite guitare, elle était toute contente. Là. Ben oui, pourquoi pas, ça. Puis là, j'y ai fait Waltzing Matilda, qui était un peu comme le genre du pays d'Australie, tu sais. Puis là, les yeux, ils ont comme fait, tu connais Waltzing Matilda, puis t'es tout impressionné, puis tout t'inquiète, là, tu sais. Fait que c'est fou comment la musique, c'est peut-être une des solutions pour... c'est peut-être un des ponts pour se rapprocher de l'autre, comme dit Gilles. Ouais. Absolument. Fait qu'on remercie beaucoup, hein? Merci dans l'ordre, là, Gilles Dastou. C'est un plaisir de t'entendre parler, Gilles. Toujours, tu as un ton agréable, puis c'est tout le temps clair ce que tu dis. Oui, il y a une voix de radio, je trouve, hein? Puis Gilles, là, il est calme. Quand il parle, il est calme, puis ça fait du bien. On reçoit mieux quand on se fait parler par quelqu'un de calme. Hein? Il ne crée aucune angoisse en dedans de nous autres. Je vais me l'écrire dans ma main, ça, François. Je pense que tu viens de me faire un message subliminal. Je ne disais pas calme non plus. Nous autres, on est deux petits blancs émotifs, on l'a dit au début. Merci beaucoup. Ça m'a fait bien plaisir. C'était vraiment un plaisir. J'espère que tu vas revenir, Gilles, nous voir. Merci beaucoup à Michael Plamondon qui a dû partir vite fait. Là. Il m'a écrit sur le message de groupe, là, excusez mon départ rapide, là, les enfants ne dorment pas, puis ma blonde arroche. Puis Michael, il y a un petit garçon, je pense, de 10 mois, là, plus 2 filles, fait que c'est compréhensible. Merci beaucoup, François-Michel. Hein, ta première visite, c'était vraiment cool aussi. J'espère que tu vas revenir nous voir. Tu oui. Tout le temps l'avocat de service. Réinvitez-moi, je suis capable de parler de plein d'affaires. C'est cool. C'est un autre jaseux. Puis, merci à toi, Sébastien. C'est ça, en fait, les survivants, c'est ça aussi qu'on veut faire. C'est créer des liens puis se rapprocher du monde aussi. Puis moi, je lance ça dans l'air, Sébastien. On entend beaucoup parler ces temps-ci de racisme systémique puis de privilèges de personnes blanches. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un vienne nous en parler. Fait que si jamais là, vous connaissez quelqu'un est intéressé, écrivez-nous en privé sur la page des survivants ou taguez les personnes que vous pensez qui pourraient nous éclairer là-dessus. Moi, je lis beaucoup là-dessus puis je veux intégrer ça parce que je sens que c'est par là aussi, c'est en réalisant ces choses-là puis en les intégrant comme il faut qu'on va pouvoir faire des premiers pas là, vers l'autre, comme on se disait un petit peu plus tôt. Alors, c'était la 17e épisode des survivants. Merci beaucoup à nos commanditaires.